Salut Fabrice. Salut Pierre-Alain. Fabrice Grimal, tu es un des fondateurs du Gouv. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons discuter donc d'abord du Gouv et ensuite de la stratégie présidentielle pour 2022. Et d'abord, qu'est-ce que c'est le Gouv et qu'est-ce que c'est l'objectif du Gouv? Alors le Gouv est une association citoyenne, un think tank qui a monté un contre-gouvernement, un contre-gouvernement citoyen, donc créé par des citoyens, essentiellement des gilets jaunes, mais aussi des gens issus des rencontres qu'on a fait en tant que gilets jaunes avec les autres mouvements sociaux qui se sont levés depuis 2 ans. On s'est constitué en présidence plurielle, on a nommé un contre-gouvernement avec des experts dans tous les domaines et issus de toutes les familles politiques. À partir du moment où ils étaient d'accord avec nous et avec les 4 grands piliers du Gouv qui sont la justice sociale, la justice fiscale, la souveraineté du peuple et l'indépendance de la nation. Donc dans une optique un peu du Conseil national de la résistance avec des gens de gauche, des gens de droite qui sont d'accord sur l'essentiel. Et on a tiré au sort aussi des comités citoyens, donc il y a un comité par ministère. Donc l'idée c'est ça, c'est de mélanger l'expertise citoyenne et l'expertise des véritables élites de ce pays, donc pas l'oligarchie qui nous dirige, mais les gens qui sont véritablement spécialistes de leur domaine, bien attentionnés et dont les propositions collent avec ce que le peuple français réclame, en tout cas dans sa grande majorité. On a créé ça en mai 2020, donc ça va bientôt faire 1 an. On a une quinzaine de ministres, un site internet legouv.fr et une page Facebook Le Gouv officiel, une page Twitter Le Gouv officiel. Super. Est-ce que c'est correct de dire parce qu'il y a eu, disons, il y a un basculement de l'axe gauche-droite à un axe au bas. J'ai l'impression, hein, tu me diras ce que tu en penses. Et l'axe, le pôle haut, il a sa représentation politique, disons c'est Macron maintenant. Et puis le pôle bas n'a pas sa représentation. Enfin, elle est en train de se former où il y a une représentation qui est disloquée entre différents partis. Et avant même d'avoir la représentation politique, il y a la question des positions, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau sur les sujets, comment il faut gouverner, disons. Et j'ai l'impression deux choses. J'ai l'impression que le Gouv participe à la formation de ce pôle populaire. Il y a peut-être aussi d'autres comme le Front populaire, par exemple. Mais donc le Gouv participe à ça. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est j'ai l'impression que c'est très compliqué à faire. Parce que, disons, pour faire le pôle haut, finalement, il faut mettre Emmanuel Macron puis Édouard Philippe ensemble. C'est pas trop difficile. Et par contre, le pôle populaire, genre, en disant les choses de façon un peu caricaturale, il faut mettre Mélenchon et Le Pen ensemble. Alors c'est peut-être pas exactement ça parce qu'on n'a pas besoin de mettre ces deux personnes ensemble. On n'a pas besoin de mettre non plus le programme de ces deux partis ensemble. Mais l'idée, ça serait quand même pour faire un pôle populaire d'avoir disons, d'avoir quelque chose qui attire les électeurs de l'un et de l'autre, j'imagine. Comment tu vois les choses? Oui, alors tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que l'axe gauche-droite qui existerait toujours dans un pays qui fonctionne avec un système politique qui ne soit pas totalement sclérosé, aujourd'hui a pris du plomb dans l'aile. Effectivement, on a un nouvel axe. Alors, on peut l'appeler haut-bas ou on peut l'appeler mondialisme et souverainisme ou populisme. Enfin, bon, on lui a donné beaucoup de noms. Euh, et ça se recoupe un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, Macron a fait l'alliance de la gauche et de la droite. Il a fait l'alliance, selon nous, du pire de la gauche et de la droite, c'est-à-dire des seconds couteaux du Parti socialiste et des seconds couteaux des républicains. Donc tout ce petit monde est évidemment pro-européen, pour la fin de la souveraineté de la France. La vente d'Alstom ne dérange à peu près personne dans cet attelage-là.
le, 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 le démantèlement d'EDF non plus, d'ailleurs. Et en face, donc ça a aussi été les thématiques qui ont été mises dans le débat public de bloc élitiste et de bloc populaire. Tout ça se recoupe aussi. En face, on a ce fameux bloc populaire qui a effectivement du mal à se former, qui s'est rendu visible grâce aux gilets jaunes. C'était le but d'ailleurs du gilet fluorescent à la base, c'est de rendre visible la personne qui le porte. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Comme on n'a pas eu le temps de parler d'immigration parce qu'on était occupé à courir après les grenades et des encerclements et les flashballs, on est devenu très vite très copains, alors qu'on n'était pourtant pas d'accord sur les sujets qui avaient été mis sur la table pour nous diviser. Et on a réussi à se faire dans la rue ce que les Italiens sont parvenus à faire brièvement dans les urnes quand ils ont réuni la coalition entre la Lega et le M5S, donc qui ressemble un peu à ce que tu disais sur Mélenchon et Le Pen. Eux ont un système institutionnel proportionnel, les parlementaires qui permet de le faire. Nous, on peut pas. Donc, faute de mieux, on l'a fait dans la rue. Ça a duré le temps que ça a duré. Ça a été stoppé net avec le premier confinement. Ça a eu beaucoup de mal à repartir pour tout un tas de raisons, mais on sait tous, toi comme moi, tous ceux qui fréquentent ces milieux-là, que, comme on dit, le feu couvre toujours sous la cendre. Les braises sont encore chaudes et ne demandent qu'à repartir. Donc effectivement, dans cette grande reconstruction, le Gouv essaye de prendre toute sa place. Il a été conçu pour ça, pour être un recours, pour pouvoir se mettre à la disposition du mouvement citoyen dans son ensemble, avec l'expertise qu'il propose. Ça peut être dans un cadre électoral, ça peut être dans un cadre non électoral. Ça, c'est aux Français de décider. C'est l'histoire qui décide. Nous, on n'a pas ce pouvoir. Et effectivement, on a réuni des gens venant de tous les horizons pour nous amener cette fois-ci le meilleur de la gauche et la droite. C'est-à-dire qu'au en même temps de Macron, il faut forcément répondre par un en même temps. On voit bien que la droite seule, la gauche seule, l'extrême droite seule, l'extrême gauche seule, au-delà du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas les uns ou les autres, n'a pas le potentiel de récupérer le pouvoir dans ce pays. Donc il faut en revenir, parce que là on est dans des conditions de guerre. Macron l'a dit, c'est la guerre au Covid, mais au final le Covid est toujours là. Par contre, il a fait la guerre à l'économie, donc l'économie a disparu. Donc il y a urgence. Ils nous ont mis dans des conditions de guerre. On doit réagir comme on l'avait fait à l'époque de la dernière, c'est-à-dire par l'union sacrée, autour des idées qui sont dans l'air depuis quelques années, de démocratie participative, de RIC, de reprise en main de l'économie par les forces vives de la nation, reprise en main de la démocratie par le peuple, pour une véritable première démocratie. Et ça, il y a des gens à gauche et à droite qui sont d'accord pour le défendre. Et quand on arrive à les faire travailler ensemble et à sortir vraiment le meilleur de tout ça, c'est assez grisant, c'est assez jouissif. Disons, je vois bien pour le RIC, par exemple, parce que il s'agit de donner le pouvoir au peuple, et bien, tout le peuple, qu'il soit de droite, de gauche, souhaiterait avoir davantage de pouvoir, ne plus perdre tout pouvoir entre deux élections. Donc là, je vois bien le point commun qui pourrait, où l'union peut se faire assez, tu parlais d'union sacrée tout à l'heure, peut se faire assez rapidement. Mais sur d'autres questions, comme t'as prononcé le mot immigration, sur une question comme l'immigration, ça me paraît beaucoup plus compliqué d'arriver à un consensus sur une politique migratoire. Bien sûr. C'est une des questions les plus compliquées. En fait, les questions sociétales sont compliquées. La question migratoire a cela pour elle qu'elle est à la fois sociétale, économique, identitaire, enfin, fait appel à toutes les facettes de la politique. Et donc, c'est celle qui déchaîne le plus de passion. Maintenant, l'urgence est telle à côté, sur tous les autres aspects, qu'effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui sont tentés de mettre l'immigration de côté et de dire, voilà, on en parlera plus tard. Et au pire, comme on est dans une optique de réappropriation des décisions par le peuple, pourquoi ne pas résoudre ça par référendum? Évidemment, en posant des questions qui soient raisonnables.
Il ne s'agit pas de poser des questions du genre faut-il mettre tous les étrangers dehors ou faut-il faire rentrer toute la misère du monde en France. Dans les deux cas, on sait qu'on obtiendrait un résultat tout l'un ou tout l'autre. Donc c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de formuler des propositions raisonnables et de les soumettre aux Français. Pourquoi pas? Ok, donc si j'ai bien compris, la stratégie, effectivement, ça, c'est d'essayer de trouver des consensus sur des sujets peut-être moins tendus que celui-là. Enfin, sur essayer de faire autant que possible sur beaucoup d'autres sujets. Et puis sur les sujets qui sont plus clivants, essayer, comme tu viens de le dire, de simplement soumettre la question en votation populaire sur des propositions raisonnables. Ouais. Bien sûr. Effectivement. Ouais, c'est une bonne approche. C'est la seule solution qu'on voit pour sortir de l'ornière, parce que c'est une ornière. Et c'est fait pour, d'ailleurs. Ça et un certain nombre d'autres questions sociétales, comme peuvent l'être par exemple la PMA ou des choses dans ce style. À un moment donné, il va bien falloir que les Français s'expriment, autrement que par des sondages. Ok. Et alors maintenant, abordons la question. Tu avais parlé des ministres, des choses comme ça. Si tu peux expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne, c'est-à-dire ces ministères, est-ce que c'est les mêmes ministères qui adhèrent au gouvernement officiel ou bien est-ce que c'est d'autres ministères est-ce que vous vous occupez des questions d'actualité? Le Covid, par exemple, des questions de comment il faudrait gérer la crise du Covid maintenant, vraiment d'actualité, ou est-ce que c'est plutôt des questions programmatiques, disons, sur le long terme, comment quelles décisions devraient être prises dans différents domaines? C'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que sur le site du Gouv, vous avez une page par ministère, donc il y a 24 ministères. Sur cette page, vous trouvez la feuille de route du ministre, c'est-à-dire son programme, ses grandes lignes, ce qu'il ferait s'il était véritablement ministre du domaine. Vous trouverez bientôt, à la fin de la première session des comités citoyens, les rapports des comités citoyens pour chaque ministère. L'idée, c'est qu'ils sont autonomes les uns par rapport aux autres. Le ministre fait ses propositions, le comité citoyen fait les siens. Ils peuvent décider de s'entendre, mais ils peuvent décider de pas être d'accord aussi. C'est pas grave. Nous, on va publier l'ensemble. Après, l'instance, la dernière instance dans le gouvernement, c'est cette fameuse présidence plurielle, donc de 16 citoyens, des hommes et des femmes. Ça va de 29 à 62 ans. On est présent dans toute la France. Beaucoup de métiers représentés, des célibataires, des familles nombreuses, enfin il y a vraiment de tout, et aussi des gens de gauche et des gens de droite mélangés, qui ont entre guillemets le dernier mot s'il faut trancher entre un ministre et un comité, s'il faut trancher entre deux ministres, pour aussi nommer les nouveaux ministres, puisque donc comme je te disais, on a 24 ministères, 15 sont pourvus, 9 restent à pourvoir. L'idée c'est qu'on mette en avant des personnalités, si tu veux, qu'on fait le boulot, qui ont écrit plein de bouquins, qui ont une longue expérience professionnelle et qui du coup ont choisi de défendre des idées sur la base de tout leur vécu, avec des citoyens qui ont un autre vécu, ont une autre expérience, ont parfois abordé le même domaine mais sous un autre angle. Et l'idée, c'est que tout ça s'enrichisse vraiment mutuellement. Donc le ministre est tout puissant au Gouv, hein, il participe au Conseil des ministres. On l'a choisi parce qu'on était d'accord avec lui ou parce qu'il était d'accord avec nous à la base. Et parce qu'il était d'accord pour travailler avec des gens qui n'étaient pas forcément de son bord. Et nous, notre travail est de faire coexister tous ces gens-là, de les faire travailler ensemble le mieux possible, notamment sur les sujets d'actualité, parce qu'il n'y a pas que les feuilles de route et les éléments de programme, il y a aussi des communiqués sur l'actualité, dont un qui s'appelle « Que ferait le gouv pour gérer la crise du Covid ?» On est un contre-gouvernement, donc il faut vraiment qu'on transpose, qu'on s'imagine à la place du véritable gouvernement. Donc, comme on est né pendant le premier confinement, forcément, on dit ce qu'on aurait fait au début de la crise. On dit qu'on n'aurait pas fait ce premier confinement. Après, évidemment, c'est toujours facile à dire une fois que c'est fait, avec le recul. Mais comme ce communiqué qui est assez long est paru à l'automne dernier, on peut tout à fait le relire aujourd'hui en s'apercevant que si on avait fait ce que le gouvernement proposait, on ne serait pas dans la panade actuelle. Voilà.
et on peut être amené à réagir à n'importe quel sujet d'actualité. Dans une quinzaine de jours, on va réaliser notre deuxième conseil des ministres. Ça va être un conseil restreint avec le pôle économique, où on va formuler des propositions et où on va réagir notamment à tout l'aspect économique de la crise du Covid, à tout ce qui se passe en ce moment, avec des personnalités comme Anis Lajnev, comme Philippe Murer, comme Jacques Nikonov, comme Édouard Husson, et puis des invités aussi. Mais ça, on va garder la surprise. Et au niveau des ressources, parce que le gouvernement officiel, quand il s'agit du Covid, par exemple, il a toute une administration. Ça doit être plus difficile pour vous de faire les contre-propositions. Pas forcément parce que il a toute une administration, c'est vrai, mais il lui demande pas spécialement son avis. Ça se saurait, par exemple, s'il prenait l'avis des profs à l'éducation nationale. Pourtant, ils sont plusieurs centaines de milliers, donc on pourrait faire des sondages récurrents. Pareil, il y a pléthore d'effectifs dans la santé, mais on sait tous très bien que au-delà du fait que les syndicats sont parfois soumis à caution, des fois ils travaillent vraiment sincèrement, des fois ils défendent juste des intérêts catégoriels, ils s'intéressent pas trop au tableau général. Comme on a pu le voir avec la police, par exemple, au moment des Gilets jaunes. Mais donc, il écoute qui? Il écoute des petits conseillers, on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment, il n'y a aucune transparence, son conseil restreint de défense. Bon, nous déjà, le Conseil des ministres, on le filme, tout est ouvert, tout est transparent. Et les conseillers, on les connaît, c'est les ministres, c'est leurs équipes, puisqu'ils ont des gens autour d'eux, comme c'est des professionnels reconnus, ils ont déjà un réseau de spécialistes à qui ils peuvent faire appel, plus leur comité citoyen. Nous, on pense que c'est de meilleure qualité que le Conseil de défense et le Conseil scientifique de Macron, qu'il y a moins de conflits d'intérêts, par exemple, et que l'optique citoyenne, si elle est bien menée, c'est-à-dire si on s'en contente pas de tirer au hasard 3 personnes, mais qu'on met en place les conditions pour que ça fonctionne, peut tout à fait donner des résultats bien meilleurs et bien plus proches des aspirations des gens que les conseillers du président. Ça, le Covid, c'est le meilleur exemple. Il y avait des solutions simples à trouver, il y avait des solutions de bon sens à trouver, il y avait des solutions de souveraineté à trouver. Et Macron n'est allé ni vers le bon sens, ni vers la simplicité, ni vers la souveraineté. Il a toujours systématiquement pris le contre-pied, il a fermé les frontières en dernier, on a eu des pénuries de toutes les choses importantes. C'était pas un problème du Covid, c'était un problème d'engorgement de nos hôpitaux. Malgré ça, il continue de fermer des lits. Il fait tout en dépit du bon sens. Et le bon sens, c'est une valeur qu'il faut vraiment réhabiliter. Pas forcément quand c'est le bon sens d'une personne prise au hasard, mais quand c'est le bon sens d'un collectif de gens sérieux, je pense qu'on se trompe rarement. Ouais, donc David n'est pas forcément désavantagé par rapport à Goliath parce qu'il a Dans la ce force cas-là, du non. collectif là. Non, parce que Goliath, il faut que le sang monte au cerveau. Il est plus gros, ça prend plus de temps. Une question sur qui sont les personnes. Donc, qui sont les ministres, qui choisit les ministres, par exemple, qui sont les ministres. Est-ce qu'ils sont aussi derrière la question du qui, il y a la question de la représentativité. Est-ce que c'est des gens plutôt... Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des gens de gauche et de droite, donc c'est vraiment pas partisan. Mais est-ce que de facto les ministres sont plutôt d'un côté que de l'autre? Et puis à part les ministres, il y a les autres participants. Alors, les autres participants, la présidence plurielle, effectivement, c'est le groupe de départ qui s'est rencontré dans les Gilets jaunes, qui est un groupe qui devait servir de trait d'union entre d'autres groupes. Donc, il y avait des représentants de plein de groupes différents, ce qui fait qu'on vient de toute la France et que à nous tous, on connaît presque tout le monde. Les comités citoyens, ils sont tirés au sort parmi les gens qui s'inscrivent sur le site. Et maintenant, les ministres, donc qui peuvent être suggérés par n'importe qui. N'importe quel membre du gouvernement interne, n'importe qui sur Internet qui décide de nous envoyer un message ou de nous écrire sur notre site pour nous suggérer quelqu'un. La suggestion est toujours prise en compte. Alors, évidemment, la plupart du temps, les gens nous demandent, nous suggèrent des ministres qu'on a déjà testés. Par exemple, si vous voulez Frédéric Lordon, laissez tomber, on sait que c'est pas possible. Si vous voulez Alexandre Langlois à l'intérieur, on a essayé.
Voilà, ça avait même presque marché. Et après, finalement, pour des raisons que vous ne connaissez pas, ça n'a pas marché. Mais voilà, on incite les gens à continuer de nous proposer des noms parce que nous, il y a des gens qu'on connaît pas et qui sont de valeur. On veut pas forcément nommer des ministres qui passent à la télé tous les matins. Si vous passez sur France 2 tous les 3 jours, c'est que vous vous appelez François Langlais, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas là pour dire la vérité. Alors, François Langlais, en l'occurrence, dit la vérité dans ses livres et dit l'inverse à la télévision. Mais bon, parenthèse fermée. Donc voilà, les gens, n'importe qui peut nous suggérer des noms. Nous, après, on va se charger de contacter la personne, de la convaincre. Après, est-ce qu'il y a plus de gauche ou de droite? Honnêtement, j'en sais rien parce que c'est difficile de sonder les cœurs. Comment est-ce qu'on pondère un Étienne Chouard qui est anard, un Castelnau et un Nikonov qui sont d'anciens dirigeants du Parti communiste. Nikonov, c'est le fondateur d'Attac. Avec quelqu'un comme Philippe Murer qui a conseillé Marine Le Pen et Florian Philippot, tout en venant du chevènementisme et en étant très nettement de gauche sur la partie économique, et on l'a mis à l'économie, nous, Philippe Murer. En fait, ils sont souverainistes avant tout. Ils sont pour l'indépendance de la nation et la souveraineté du peuple avant tout. Et c'est ça qui nous intéresse, puisque c'est ça l'urgence absolue. Sur les valeurs, certains vont être plus de droite. Sur l'économie, la plupart vont être plus de gauche, mais avec toujours quand même cette présence pragmatique qui fait qu'on tombera pas dans des propositions purement démago, purement utopiques. L'idée, quand on se projette en tant que ministre, c'est de se dire, ok, même si c'est pas vrai, même si c'est que du jeu, je fais comme si j'y étais. Et si j'étais ministre, je mettrais pas en place un truc qui met en risque la nation, qui met en risque le budget de l'État concrètement, quoi, qui fait en sorte que à la fin de l'année prochaine, si ça se trouve, j'aurai pas assez d'argent pour payer mes fonctionnaires. Fatalement, quand on est vraiment ministre, on doit réfléchir concrètement à des dispositifs, à des introductions de choses progressives, à des équilibres. Alors évidemment, nous, le gouv propose des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont parfois, même on peut les qualifier de révolutionnaires, mais avec derrière toujours la capacité à se projeter dans quelque chose de concret, à imaginer les effets pervers, à prévenir les effets pervers, à garder tout ça dans une cohérence d'ensemble. Et c'est à ça que ça sert d'avoir des ministres, parce qu'ils se parlent, ils discutent entre eux, ils disent attention, moi je vais proposer ça, est-ce que c'est pas incompatible avec ce que toi tu dis là? Si ça l'est, ouh là là, discutons-en, trouvons un compromis, choisissons. Mais voilà, ça nous interdit la démagogie pure de faire une liste de bonnes intentions, comme le font la plupart des partis politiques, sans vraiment faire attention aux incompatibilités, à la cohérence, au prix que ça coûte. Et c'est pas grave si c'est cher, tant qu'on trouve les moyens. Et les moyens, ça peut être rééquilibrage fiscal, 200 milliards qui sont passés du travail au capital ces 30 dernières années et qui doivent revenir au travail. Et on sait où ils sont passés, on sait dans quelle poche ils sont. Ça peut être une partie de création monétaire, à condition qu'elle soit raisonnable, qu'elle soit décidée par la collectivité nationale, qu'elle soit stable. Tout est sur la table, mais à condition que ce soit cohérent, ça s'imbrique bien, ce soit potentiellement qu'on puisse le mettre en place si demain on était au pouvoir, si le gouv était le vrai gouvernement, qu'on se retrouve pas à dire ah ouais alors attendez là-dessus bon on a dit qu'on allait tout changer mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, on propose des choses qui sont à la fois radicales mais en même temps crédibles. Ça me paraît effectivement très important de se mettre comme ça en position de décideur et pas juste au café du commerce ou communication, mais vraiment en position ce qu'on déciderait, ce qu'on mettra en œuvre. Mais maintenant, bon, vous n'êtes pas encore en position de décider, donc le gouvernement, le gouv n'est toujours pas le gouvernement officiel. Donc, quelle est au fond votre stratégie pour que ça embraye sur les politiques gouvernementales à terme? Alors notre stratégie déjà c'est de coller à ce qui se fait. C'est-à-dire que parmi tous les groupes, toutes les associations, toutes les initiatives qui sont sorties de tous les mouvements sociaux depuis 2 ans, il n'y a rien qui puisse emporter la décision à lui tout seul. Il n'y a pas d'homme providentiel,
derrière lequel tout le monde aurait envie de se ranger, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais c'est pas grave parce qu'on est d'accord sur l'essentiel. Il est charismatique, il parle bien. Allez hop, il y va. Tout le monde le connaît. Il a fait plein de télé. Tout le monde l'adore. C'est parti. Si on avait eu ce gars-là ou cette femme-là, le problème serait résolu depuis longtemps. C'est pas le cas et il n'y a pas de groupe qui, on va dire, prédomine. Après, il y a des groupes qui sont plus centraux et d'autres qui sont plus périphériques. Euh, voilà, au groupe, au Gouv, on constate qu'effectivement, on est pas mal centraux et qu'on discute avec tout le monde et qu'on arrive à faire des partenariats, des alliances, des choses qui sont sérieuses, concrètes et durables avec des gens sérieux. Donc, pour en citer que deux, par exemple, il y a le MCP, donc le mouvement constituant populaire, qui est venu nous voir et nous a dit voilà, on pense que à nous deux, entre l'aspect, alors eux disent législatif, nous on dit concret, du programme du Gouv, qui est très complet, et l'aspect constituant, l'aspect RIC, l'aspect pierre de base du RIC constituant pour permettre l'union de tout le monde et de toute cette mouvance autour d'un combat commun, à nous deux, on peut couvrir un large spectre et faire des choses ensemble. Et on a déjà commencé. On va continuer. Il va y avoir les auditions des ministres du Gouv, avec les médias regroupés par le MCP. Il y a ce qu'ils ont appelé la primaire des stratégies. Donc, on va publier des débats pour savoir justement quoi faire l'année prochaine. C'est eux qui vont organiser ça. Et de l'autre côté, avec certains groupes purement programmatiques, c'est-à-dire des gens qui depuis 1 an, 2 ans, même pour un groupe avant les Gilets jaunes, avaient commencé à réfléchir à un programme citoyen, c'est-à-dire fait par des citoyens, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas spécialistes, voire très spécialistes parfois du domaine dont on parle, mais ce sont des gens qui n'ont jamais été élus, qui n'ont jamais couru derrière une place de député ou de maire, ou voilà, et qui donnent juste leur avis. Et on a regroupé donc 5 groupes. Et on est en train de faire un programme commun. Ça fait 3 mois que ça a commencé. Il faut nous laisser encore 1 mois et demi, je pense, pour avoir le programme commun de ça sur tous les domaines. Il y a ce qui se passe autour de la Fédération des associations Gilets jaunes, la FAGJ, avec laquelle on vient de publier un sondage pour savoir quelle est la revendication principale des Français et la stratégie qu'ils seraient prêts à adopter pour y aller. Donc l'idée, c'est ça, c'est consulter, rencontrer. En ce moment, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de réunions dans tous les sens, pour essayer de voir comment ça va se passer. Il y a des groupes qui veulent organiser une primaire citoyenne. Il y a plusieurs groupes qui veulent le faire, donc déjà, ce serait bien qu'ils s'entendent entre eux. Et à partir de là, fort de toutes ces expériences-là, de celles qui vont réussir, de celles qui vont pas réussir, on verra ce qu'il en restera. Le Gouv, lui, comme je le disais, est à la disposition de tout le monde. Déjà, rien n'est secret, tout est transparent, tout est publié sur le site. Le Gouv peut être à la disposition d'un candidat citoyen qui se signalerait pour 2022, et qui parviendrait à réunir un peu toute cette galaxie. Il peut être à la disposition de ceux qui voilà, envisagent d'autres manières de prendre le pouvoir. Il peut donner son expertise, aider à organiser ces choses-là, même s'il n'est pas question d'être jugé parti. Et l'alliance qu'on a faite avec les groupes programmatiques pour le programme commun, autrement appelé le programme des programmes, ça s'appelle la Concorde citoyenne. C'est un groupe qui, à son lancement, a prévu de proposer un candidat pour porter ce programme devant là où les primaires qui seront organisées. Après, on verra. Donc, chacun son rôle. On peut pas organiser une primaire et s'y présenter. Ça, pour moi, il y en a qui prétendent le faire. Pour moi, c'est pas normal. Donc voilà, il y a différentes initiatives. Il y a l'initiative dont tu vas sûrement nous parler, d'Espoir RIC avec Clara Heger, qui est déjà une candidature concrète. Donc voilà, il va falloir que tout ça s'unisse, qu'à un moment donné, tous ces gens-là se mettent autour d'une table, qu'on décide d'une chose à faire et qu'on y aille tous. De toute façon, c'est ça ou la défaite. Hein. C'est sûr, il n'y a pas d'autre alternative. Pour l'élection présidentielle, donc 2022, là, tu parlais
concorde là, donc le programme commun, donc qui aurait l'intention de lancer une candidature à la présidence 2022, si j'ai bien compris. Juste au niveau des délais, ça me paraît relativement court. Tu parlais dans un mois et demi, donc j'ai bien noté dans un mois et demi le programme commun, donc ça sera très intéressant au fond de voir le fruit là de vos travaux dans un mois et demi. Je crois que ceux qui nous écoutent vont prendre rendez-vous pour dans un mois et demi pour regarder ça. Mais bon, un mois et demi, ça mène déjà tard. Ensuite, il faut choisir quelqu'un pour porter le projet présidentiel. Comment tu vois ça du côté des délais pour la présidentielle? Je te dirais pas le contraire. Nous, le Gouv, mais aussi tout ce processus-là global, on a un an de retard. On a un an de retard. La rue, l'organisation de la rue, essayer de faire quelque chose avec des gens qui n'arrivaient pas à s'entendre, ça nous a fait perdre un an. Ça a créé cette solution, cette situation. Donc, on regrette pas. Et si c'était à refaire, on le referait de la même manière. Mais comme rien n'avait été préparé en amont, tout a dû se faire sur le tas. Et effectivement, ce processus-là a un an de retard. Et je pense que Macron se frotte les mains et se dit bon, c'est fini, il se passera de toute façon rien de ce côté-là. Le système est bloqué, Macron-Le Pen au deuxième tour, et on connaît tous le scénario. Et c'est d'ailleurs le scénario le plus probable. Maintenant, la France s'est toujours sauvée par des petits miracles, un peu au dernier moment. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas cette fois-ci? C'est possible, c'est à notre portée, parce que il y a quand même un mouvement social qui a été soutenu au plus fort de son histoire par 80% des Français. Et ça, c'est le résultat donné par les sondages de nos ennemis. Donc, c'est peut-être même plus. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est totalement inédit. C'est ça qui nous autorise à être un petit peu optimiste, et ce qui nous oblige à l'être, à avoir le pessimisme de l'intelligence, mais l'optimisme de la volonté, c'est nos enfants. C'est-à-dire qu'on veut tous les gens qui participent à ces processus, la plupart ont une véritable motivation, c'est pouvoir dire à leurs gosses, j'y étais. Si aujourd'hui tu es dans une situation catastrophique de pays totalitaire, paupérisé, sache que moi, j'ai tout fait pour éviter ça. Je crois que ça, c'est vraiment un argument très important. Quelles que soient les chances de réussite, au moins ne pas regretter après de ne pas avoir fait ce qu'il y avait à faire, et d'avoir la question si j'avais fait ce que j'aurais dû faire, ou si collectivement ce qui devait être fait aurait été fait, est-ce que ça aurait tourné autrement? Donc ça me paraît. Vaut mieux toujours regretter quelque chose qu'on a fait que quelque chose qu'on n'a pas fait. Et concernant le miracle, donc on peut compter ou espérer un miracle. Une autre approche, c'est de se dire, et là je viens sur Espoiric, tu voyais venir aussi sur Espoiric, il y a une année de retard pour vraiment une vraie candidature qui fait le pôle populaire, qui a réussi sur des grands thèmes à trouver quelque chose qui rassemble une majorité, etc. Et par contre, ce qui fait que ça a tendance à être un peu trop tard, sauf miracle. Par contre, quelque chose de plus petit, c'est pas forcément trop tard. Et plus petit, donc là, je pense à Espoiric. L'idée, c'est la clé qui ferait de la France une démocratie. Donc, c'est qu'il y a un unique point en programme. Dans un sens, c'est le contraire du Gouv, parce que au lieu de tout regarder, l'idée, c'est de se concentrer sur un seul point. Ça ressemble un peu à MCP, c'est le RIC constituant, avec l'idée que, évidemment, c'est une seule chose, mais une fois que le peuple aurait le RIC constituant, eh bien, il pourrait ensuite faire ce qu'il veut. Disons, il pourrait introduire d'autres RIC, par exemple le RIC législatif,
Et puis ensuite, il pourrait décider des choses sur l'âge de la retraite, sur l'environnement, au fond tous les sujets qui lui tiennent à cœur. Et donc l'idée, c'est de partir avec, c'est comme un raid, disons. C'est pas le gros truc gouvernemental, c'est quelque chose de tout petit, mais qui a la clé pour ouvrir la porte de la démocratie. Et la candidature Espoiric, là, c'est vraiment, il y a que ça au programme. Donc il y a rien d'autre. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est parce que l'idée, c'est d'utiliser le référendum présidentiel selon l'article 11 pour soumettre en votation populaire une modification de l'article 89 qui introduirait le rite constituant. Et la crainte, c'est que le Conseil constitutionnel s'oppose à l'utilisation du référendum présidentiel pour changer la Constitution. Et là, c'est donc important d'avoir une légitimité maximale et de venir en disant notre candidate a été élue elle avait qu'un seul point au programme, c'est de faire ça. Elle a une énorme légitimité. À la limite, elle peut passer outre un refus du Conseil constitutionnel qui devra ensuite faire face à la possibilité que ce référendum pour introduire le rite constituant ait quand même lieu et qu'il soit adopté par une large majorité des Français, alors que le Conseil constitutionnel aurait voulu l'empêcher, ce référendum. Donc, à la limite, si on voit que la légitimité, si le Conseil constitutionnel voit que la légitimité est extrêmement forte, peut-être que même s'il veut s'opposer à ce référendum, il s'y opposera pas. Donc ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est pour éviter de diviser les démocrates de gauche et de droite. Alors, évidemment, il y a l'autre option qui est l'option Gouv, d'essayer de faire des politiques qui rassemblent les gens de gauche et de droite. Mais pour des questions de délai, c'est peut-être pas possible de le faire à temps. Donc là, c'est plutôt l'autre, du moment que c'est pas possible de le faire à temps, c'est l'autre optique de dire, bon, on rentre pas dans les questions concrètes, législatives. Puis une troisième point, c'est la question de disons, la crédibilité face au peuple. Et évidemment qu'il y a beaucoup de candidats qui font des promesses et puis ils tiennent pas toujours leurs promesses. Mais si on a une candidate là qui a une seule promesse, c'est d'instaurer le rite constituant, elle peut pas ne pas tenir son unique promesse. Si elle avait 36 promesses, elle pourrait dire celle-là je l'ai pas tenue, mais les 35 autres je les tiens. Mais si elle a qu'une seule promesse, elle est obligée de la tenir. Donc il y a une question de crédibilité aussi, avoir une crédibilité maximale face aux électeurs. Et puis finalement, il y a le fait de ne pas avoir de programme de gouvernement, ça veut évidemment dire qu'elle peut pas gouverner. Parce qu'on peut pas ne pas afficher la couleur et puis ensuite vouloir gouverner. Donc ça veut dire qu'elle gouvernerait pas. Et qui gouvernerait, donc elle ferait ce référendum pour le rite constituant avant les législatives. Donc elle aurait, avant les législatives, déjà accompli l'essentiel de sa mission. Et puis ensuite, il y aurait les législatives. Donc, tu es en train de me dire que, comme il y a 3 semaines entre les présidentielles et les législatives, tu es en train de me dire qu'elle organiserait en 3 semaines un référendum. Donc, il y aurait moins de 15 jours de débat à la télé sur des télés qui nous sont défavorables. C'est possible. Donc, le délai, est-ce qu'il est vraiment de 3 semaines ou est-ce qu'il est un peu plus grand? Ah bah, c'est un mois. Ouais, c'est un mois. C'est un peu plus grand. C'est fin mai, fin juin. Enfin, au début mai, début juin. Bim, bim. Mais quand tu regardes le délai qu'il y a eu donc l'élection présidentielle, elle a été introduite comme ça par De Gaulle. Et entre le moment où il a dit à la télé et puis le moment où il a dit qu'il voulait faire un référendum là-dessus et le moment où il y a eu le référendum, j'ai plus exactement les dates en tête, mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup plus que 3 semaines. Donc, il me semble que ce serait possible, d'autant plus qu'on est dans un scénario où notre candidate, donc Clara Heger, aurait été élue présidente, donc elle aurait participé à un premier tour où elle aurait eu que ça comme programme. Oui, là, bien sûr. Si elle a été élue, c'est que le référendum va passer, c'est sûr. Et puis il y aurait eu le deuxième tour où il y aurait déjà eu le débat. Il y aurait déjà eu le débat. Donc
Ok. Non, mais bon, mais ça, je vais m'en servir quand même parce que c'est valable pour la suite des événements. Est-ce que tu as fini ou est-ce que je peux me lancer? Parce que tu as soulevé beaucoup de points là, donc il faut Ouais, je que. termine juste, puis après, comme ça, Vas-y. tu as la liste complète. J'avais 4 points, mais je termine juste les 4 points. C'est que donc avant les législatives, elle aurait rempli sa mission principale. Ensuite, il y aurait les législatives. Et puis le Premier ministre, il serait choisi dans la majorité qui est issue, la majorité parlementaire issue de ces législatives. Probablement qu'il faut un Premier ministre déjà avant, donc il y aurait un Premier ministre qui serait choisi avant les législatives déjà, et qui serait changé si la majorité parlementaire change Un au Premier niveau ministre et tous les législatif. ministres qui vont avec. Hein. Un Premier ministre et tous les ministres qui vont avec. Donc un Premier ministre et c'est lui qui gouvernerait. Donc c'était pour ça que je vais dire notre candidate ne gouvernerait pas et c'est le Premier ministre issu de la majorité parlementaire qui gouvernerait. Par contre, la présidente accomplirait son rôle d'être au-dessus des partis, comme il y a très peu eu ces derniers temps, une présidente au-dessus des partis qui veille au bon fonctionnement des institutions, etc. Alors, ça me permet de faire le lien avec mon premier point. L'histoire de temps, c'est trop tard. Faut bien comprendre pourquoi c'est trop tard. C'est pas trop tard pour un programme long, court, moyen. C'est pas la taille du programme. De toute façon, tous les candidats les révèlent leur programme au dernier moment. Macron l'a presque, enfin, ou l'a révélé 2 semaines avant. Enfin, vraiment. C'est la notoriété de la personne. Là où je dis que le miracle peut arriver, c'est qu'une personne qui aujourd'hui n'a pas la notoriété de gens qui passent à la télé tous les 2 jours depuis 10 ans, c'est qu'elle puisse atteindre ce niveau de notoriété dans une population parce que cette population est chauffée à blanc, s'informe sur Internet et que l'information se diffuse beaucoup plus vite qu'avant. Donc, c'est pas spécialement en rapport avec la taille du programme. Maintenant, il y a quand même cet aspect de personnes inconnues un an avant du grand public, ce qui est le cas de Clara Heger ou de, je pense, tous ceux qui vont se présenter à la primaire du candidat citoyen 2022, si elle a lieu, c'est ce déficit de notoriété. Si c'est pour arriver avec un programme complet, on sait pourquoi on vote. C'est-à-dire, on dit, ce gars-là, il y a un an, je le connaissais pas, ce gars-là ou cette femme-là, il y a un an, je la connaissais pas, il ou elle m'apparaît sympathique, son programme, c'est ce que moi je veux, je vais voter pour lui. Mais si quelqu'un d'inconnu un an auparavant vous dit j'ai pas de programme, élisez-moi comme arbitre. Mais arbitre à quoi? Arbitre à tout ce qui va se passer pendant 5 ans. Ok, mais il va se passer tout et n'importe quoi. Il va se passer des trucs sanitaires, il va se passer des guerres, il va se passer des crises financières, il va se passer plein de choses. Donc, dans quel sens allez-vous arbitrer? Si vous n'êtes qu'un arbitre, on veut savoir qui vous êtes vraiment, on veut savoir ce que vous pensez vraiment. Et c'est pour ça que quand il y avait un président arbitre, un peu comme la reine d'Angleterre sous la Troisième ou sous la Quatrième République, c'est un président qui avait juste le pouvoir de nommer le gouvernement et ensuite éventuellement de le virer, mais sans trop pouvoir intervenir entre les deux. Donc il pouvait être arbitre, il avait juste son sifflet, c'est tout. Et ben c'était une élection de second rang, c'est-à-dire que c'était pas les gens qui votaient directement pour lui, c'était pas le peuple qui votait pour lui, c'était tous les parlementaires qui élisaient quelqu'un qui connaissait, dont il savait que c'était quelqu'un de modéré, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui économiquement était sur ça, socialement était sur ça. Il le connaissait, vous voyez. Et c'est vrai que nommer un inconnu arbitre sans programme, c'est ne pas savoir ce qu'elle ferait en cas de crise financière. Est-ce qu'elle nationaliserait les banques? Est-ce qu'elle séparerait les banques de dépôt et les banques d'affaires? Est-ce qu'elle les laisserait tomber pour les racheter à 1 euro ou est-ce qu'elle les sauverait comme Sarkozy a fait en endettant le pays et en les laissant en place et en les laissant continuer leur business? Ça, moi, ça m'intéresse. Le problème, c'est que si je veux que Clara soit arbitre, ce qui est une perspective séduisante, moi, je préfère Clara Heger qu'Emmanuel Macron.
sans aucun doute. Ou que Marine Le Pen, voilà, sans aucun doute. Mais avant de voter pour elle, je veux savoir ce qu'elle ferait en cas de crise financière, parce que la crise financière va arriver. Pas tout de suite, il y a d'autres étapes avant, mais elle va arriver. Je voudrais savoir ce qu'elle ferait en cas de guerre provoquée par Joe Biden. Est-ce qu'elle emmènerait la France ou pas, parce que ce serait son rôle. Le problème, c'est que si je commence à lui poser toutes ces questions et que je lui demande d'y répondre, d'un seul coup, le simple fait qu'elle y réponde devient son programme. Donc on est dans cette... et or, elle n'en veut pas. Donc c'est là que se situe l'ambiguïté majeure, selon moi, qui fait qu'à titre personnel, j'aime beaucoup Clara sans la connaître personnellement. J'aime beaucoup son mari, Raoul Maniberton, que je connais personnellement, qui est le ministre de la Transition démocratique du Gouv, dont le premier dossier d'ailleurs est l'écriture de ce fameux RIC constituant et de la modification de la ligne 3 de l'article 89 pour que le référendum soit obligatoire en cas de modification constitutionnelle et que l'initiative puisse venir du peuple via le RIC. Donc nous, au Gouv, on est totalement d'accord sur cette base. Hein. C'est pour ça qu'on a pu d'ailleurs s'entendre avec le MCP. Mais voilà, c'est là, selon moi, que se situe l'ambiguïté majeure. Maintenant, un autre élément, évidemment à décharge, hein, parce que tu présentes le truc et je suis là pour dire les défauts que j'y vois, évidemment, parce que sinon, à part ça, je trouve Clara très compétente et j'adore le RIC, donc il n'y a pas de problème. C'est que ce qui s'est levé avec les Gilets jaunes, c'est deux revendications majeures. La première, c'est le frigo vide. La deuxième, c'est le droit de décider, le droit de s'exprimer, le droit de participer. Mais c'est dans cet ordre-là. Faut pas se tromper. C'est-à-dire que les gens sont descendus dans la rue d'abord pour le prix de l'essence qui leur empêchait de remplir le frigo. Et c'est une fois dans la rue, au contact de gens qui étaient militants depuis des années et qui avaient participé, par exemple, aux ateliers constituants d'Étienne Chouard, étaient des gentils virus ou des choses comme ça, avaient parlé déjà de tirage au sort et de référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est un travail qui avait été commencé par Yvan Bachot il y a très longtemps. Enfin bon, on sait tout ça. Ça s'est hybridé et les gens ont dit, puisqu'on sait que Macron va pas nous remplir le frigo, on arrive à un niveau d'extrémité où maintenant, moi, j'ai envie de prendre les rênes, parce que je suis pas plus mauvais que lui, pour prendre moi-même les mesures qui vont me permettre de remplir mon frigo. Mais une fois cela dit, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Et je pense que le soutien de 80% des Français autour du mouvement des Gilets jaunes, c'est autour de ce mouvement des invisibles, des travailleurs pauvres, qui cherchent à conquérir une dignité pour eux-mêmes et pour leurs enfants. L'aspect démocratique, très important, n'arrive qu'en deuxième volet. Je pense que si on demandait aux Français, soutenez-vous le mouvement du RIC, au lieu de dire soutenez-vous le mouvement des Gilets jaunes, vous passeriez de 80% peut-être à 40% ou 30 ou 20 ou 50 ou j'en sais rien, mais il y aurait une grosse déperdition. Pas vraiment, parce que là, en fait, il y a des sondages sur le RIC, et puis on est aussi dans les 80%. Hein. Donc, il y a aussi une large majorité des Français qui sont pour le RIC. Non, mais oui, mais ça, une majorité, il n'y a pas de doute. Mais après, au niveau des proportions, pour moi, après, peut-être que je me trompe, hein, mais en tous les cas, indépendamment de l'ordre, si vous mettez le frigo avant le bulletin de vote ou avant le tirage au sort ou avant le RIC, ou que vous le mettiez après, peu importe, il faut de toute façon les deux. Et le problème d'une candidature qui n'est que sur le RIC, si elle arrivait au pouvoir, et ça les Français le sentent et le savent, c'est que d'abord on obtiendra un RIC constituant, mais d'ici à ce que le RIC constituant engendre d'autres RIC, législatifs, abrogatifs, révocatifs, il va se passer un certain temps, parce qu'il faut déjà qu'il y ait des débats, que les gens rédigent les questions, que le truc soit lancé. Il y aura peut-être plusieurs questions en même temps. Il faut qu'il y ait une commission crédible, multipartite, objective pour trier les questions, enlever les doublons, les formuler d'une manière qui ne soit pas effectivement censurable par le Conseil constitutionnel. Ensuite,
comme c'est des questions nouvelles, prévoir au moins 3 mois de débat. Au moins, parce que sinon la nation ne peut pas se prononcer. Il faut au moins 3 mois de débat dans des médias pluralistes. Donc ça implique qu'avant, il faut prendre des dispositions législatives pour s'assurer, avec le CSA, avec des chartes, avec tout ce que vous voulez, avec des modifications de la composition capitalistique des médias, de qui les possède, pour assurer un véritable pluralisme. Et donc, si au bout de tout ce processus qui vous oblige à faire des choses concrètes législatives, on ne peut pas rester juste pur esprit et dire j'ai fait le RIC, ça ne suffit pas. Si on a les médias de 2005, où tout le monde votait oui sur les plateaux, à quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert? Donc, Alors, le temps que vous fassiez ça, vous mettez le premier RIC constituant. Ensuite, il y a des Français qui font un RIC législatif. Très bien. Donc, avec le débat et tout le tralala, vous avez rajouté 6 mois. Là, à partir de là, les gens peuvent commencer à dire, OK, je veux pas partir à la retraite à 67 ans, donc on va faire attention à ça. Ils vont y réfléchir, ils vont rédiger un papier, ils vont rédiger une question. Cette question, OK, vous créez un déséquilibre à un endroit, vous enlevez de l'argent à un endroit. Où allez-vous le prendre? Ça doit être une question miroir. On ne peut pas y avoir un RIC qui prend de l'argent sans un RIC qui en donne. Vous voyez? Là, on commence à rentrer dans des choses compliquées parce que sinon, le peuple va jamais se voter des hausses d'impôts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il va voter des hausses d'impôts pour les riches éventuellement, mais il faut que ce soit parallèle tout ça. Il faut que ça s'équilibre. Donc, au final, tu vas mettre, dans le meilleur des cas, où tout se passe merveilleusement bien, où tout s'enchaîne, tu vois, super, tu vas mettre 2 ans à prendre ta première mesure pour remplir ton frigo. alors, plusieurs réponses, parce que là, il y a aussi beaucoup d'éléments que tu as apportés. 2 ans, c'est mieux que 5 et mieux que jamais. Donc, même si ça prenait 2 ans, parce que tu disais l'alternative, donc ça serait par exemple une candidature avec tout un programme de gouvernement. Tu dis bon, le programme, on peut le donner au dernier moment, mais il y a une première difficulté, c'est de constituer le programme en s'assurant vraiment qu'il a le soutien d'une majorité, disons. Donc ça peut prendre plus de temps. Vous allez dans 1 mois et demi publier le programme. Peut-être que vous verrez. C'est pas dit d'avance qu'en dehors de ceux qui ont participé, peut-être qu'il y en a qui sont. C'est pas sûr que ça a une majorité tout de suite. Donc peut-être qu'il va falloir remodifier le programme. Ça, c'était un point. Le deuxième point, c'est moi, ce que je veux dire, c'est que si tu demandes aux Français, mais vous le RIC, tu en as peut-être 80% qui vont te dire on aime le RIC, mais voteriez-vous pour quelqu'un qui ne présente que le RIC et rien d'autre? C'est là que tu n'auras pas tes 80% non plus. Donc, faut pas croire que comme le RIC est une pierre de base, il serait majoritaire à tous les coups s'il est tout seul. Ça, moi, je pense que c'est aller un peu vite en besogne. Je suis d'accord, c'est 2 questions différentes. Est-ce que vous êtes pour le RIC ou est-ce que vous voterez pour quelqu'un qui a que le RIC? Parce que nous, dans notre programme commun, donc avec la Concorde citoyenne, il y aura effectivement le RIC. Il y a d'ailleurs tous les RIC et il y a même les RIC locaux, municipaux. On a introduit du tirage au sort. Pas de problème. Sauf qu'il y a des mesures d'urgence économique qui doivent être prises rapidement. Il y a des impôts qui doivent sauter. Et il y a des impôts qui doivent être créés. On doit rééquilibrer totalement la fiscalité de ce pays parce qu'il y a une urgence sociale gravissime. Gravissime. Et on ne doit pas, selon nous, s'interdire de prendre ces mesures et donc de les annoncer avant parce que si on veut les prendre, il faut les avoir annoncées. Il ne s'agit pas de prendre les gens en traître. Mais le RIC, c'était mon deuxième point. Le RIC, c'est la clé du frigo, en fait. Le RIC est la clé du frigo. Parce que une fois qu'il y a le RIC, le peuple peut, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, les citoyens peuvent lancer des initiatives pour faire des modifications qui leur tiennent à cœur. Et si c'est le frigo qui leur tient à cœur, ils peuvent faire des choses concernant le frigo. Et tu parlais aussi les gens vont pas se voter des augmentations d'impôts. Mais en Suisse, il y a le RIC constituant et puis il y a des impôts. Le RIC constituant, ça veut dire que le peuple aurait pu éliminer tous les impôts quand il veut.
n'importe qui peut faire une initiative, proposer l'abolition des impôts. S'il récolte le nombre de signatures, c'est soumis au vote. Il y a personne qui contrôle. Je veux dire, il va pas y avoir, disons, une autorité qui peut dire non, mais pas d'impôt, ça marche pas, donc vous n'avez pas le droit de soumettre ça au vote. Non, c'est soumis au vote. Seulement, ça n'a aucune chance parce que les gens ne sont pas stupides. Ils savent bien que on a besoin d'impôts pour faire fonctionner l'État et que l'État a un rôle à jouer. Donc, je ne serais pas si pessimiste sur la prise de bonnes décisions. Non, c'est pas ça. C'est pas le peuple parfaitement capable de prendre des bonnes décisions. D'ailleurs, nous, dans le programme commun, l'idée, c'est de suggérer un maximum de référendums. C'est-à-dire, il y a plein de choses qu'on va mettre dans le programme qu'on va soumettre directement à un référendum. L'idée, c'est de revenir à l'esprit de la Ve République, où le président de la République est vu comme un trait d'union entre le peuple et les autres pouvoirs. Il peut à tout moment faire trancher le peuple par référendum, et il doit le faire. C'est-à-dire que dans la Ve République, un quinquennat ou un septennat réussi, c'est un quinquennat ou un septennat où il y a eu au moins un ou deux ou trois référendums, où on discute, où on fait parler les Français, où on les fait réfléchir, où on les laisse s'exprimer, comme on le fait en Suisse. Tu as totalement raison. Et en Suisse, c'est vrai qu'il y a eu une votation il y a un an ou deux sur ce qui était présenté comme une avancée sociale, un nouvel acquis social, et les Suisses ont dit non. On n'en veut pas, on n'en a pas besoin, c'est trop cher, on vote non à ce truc. Bon, c'est leur droit, effectivement. Bon, après, on parle d'un pays où le salaire minimum à Genève, c'est 3500 francs suisses, hein, donc faut prendre ça aussi en compte. Moi, je suis pas de ceux qui disent la Suisse est un pays mûr, plus démocratique. Ils sont comme tout le monde, hein, les Suisses. Par contre, ils sont beaucoup plus riches, beaucoup plus aisés. Leur pays tourne beaucoup mieux. Et ça, mine de rien, ça change pas mal de choses dans la relation que le peuple a avec sa classe politique, la confiance qu'il peut lui accorder, le fait que le gouvernement suisse est pluraliste par nature. C'est-à-dire que les partis ont des quotas dans le gouvernement suisse, sont tous représentés. C'est un gouvernement de cohabitation permanente. Je dirais que c'est pas, C'est un je dirais pays que c'est pas par fédéral. nature. Hein. C'est un pays fédéral avec 3 entités différentes qui font chacune leur tambouille et ensuite se retrouvent à Berne. Donc vraiment, voilà, il y a des choses qu'on peut comparer, des choses qu'on peut pas comparer en l'occurrence avec la Suisse. Ce qu'on peut comparer, c'est effectivement la démocratie directe, les votations. Ça, c'est tout à fait. C'est pour ça qu'on le propose. Voilà. Donc oui, on croit tout à fait à la capacité du peuple à décider des bonnes choses. Après, introduire une nouvelle loi, si c'est une loi qui ne coûte pas d'argent, ça pose à peu près aucun problème. Un collectif rédige la proposition, il y a un dispositif étatique qui peut être d'ailleurs l'œuvre d'un comité citoyen éventuellement tiré au sort pour vérifier que la question est bien rédigée, la faire rentrer dans le processus. Les Français débattent, ils signent la pétition, ils en débattent, ils vont voter. Tout ça, ça fonctionne. Dès qu'on est question de gros sous, il faut savoir combien ça coûte. Et si ça coûte, il faut qu'en face, il y ait quelque chose qui rapporte. Ça peut être de la création monétaire, hein. Je dis pas, hein. Ça peut être ce qu'on veut. Mais c'est juste qu'il faut proposer les deux. Il faudrait dire, voilà, si vous faites un RIC sur quelque chose qui va coûter des sous, il faut que ce RIC incorpore quelque chose qui rapporte aussi des sous. C'est tout ce que je dis. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que la personne qui va rédiger la question va dire, moi, les sous, je vais les prendre ici. Et là, il y a des gens qui vont dire, moi, je suis d'accord pour faire ce que tu veux faire, mais je suis pas d'accord pour aller prendre les sous là. Et c'est là qu'on s'aperçoit. Et donc, le gars va voter non à une proposition pour laquelle il est d'accord, mais juste parce qu'il veut pas qu'on aille prendre les sous à l'endroit qu'on a désigné. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se complique très, très vite dès que ça devient, dès que c'est du RIC législatif. Le RIC constituant est beaucoup plus simple. Le RIC constituant, c'est des principes. On veut modifier l'alinéa 3 de l'article 89, on soumet ça au référendum, c'est plié, c'est modifié. C'est simple. Référendum abrogatoire, c'est simple. Révocatoire, c'est simple. Législatif, c'est plus compliqué. Mais on peut imaginer effectivement, une proposition ou plusieurs propositions en compétition.
je sais pas, de faire cette chose-là qui coûte de l'argent et puis de augmenter la TVA, augmenter l'impôt sur le revenu, enfin de différentes propositions. On pourrait imaginer des comités citoyens concurrents et puis tout ça est soumis le même jour en votation après débat et le peuple tranche. Oui, il y a plein de manières. Tu peux poser la question en 2 fois. Tu peux dire, êtes-vous d'accord pour faire ce truc qui coûte de l'argent? Et voici 3 propositions pour compenser. Laquelle choisissez-vous? Voilà. Ou alors, tu poses, je veux faire ça en compensant de la manière 1, deuxième choix de la manière 2, troisième choix de la manière 3, quatrième choix, j'en veux pas. Du tout. Si les 3 premiers choix totalisent plus de 50%, la proposition est adoptée, avec comme voie de financement celle qui est arrivée en tête. On peut imaginer plein de choses. En Suisse, il y a par exemple la possibilité pour le gouvernement de faire un contre-projet, ce qui fait qu'il peut y avoir l'initiative qui est soumise en même temps que le contre-projet. Et puis, il y a 2 questions. Il y a est-ce que vous êtes d'accord pour l'initiative, est-ce que vous êtes d'accord pour le contre-projet? Puis si vous êtes d'accord pour les deux, enfin si les deux passent, quoi, lequel des deux doit gagner, quoi. Donc il y a des façons d'avoir un peu des questions multiples comme ça. Bien sûr. Mais il faut l'avoir en tête. L'autre point, c'est que au fond, il y a la question des délais. Tu parlais de 2 ans. Mais en fait, on pourrait préparer ça, et le Gouv, notamment, pourrait préparer des propositions législatives. Donc, une fois le RIC constituant, on l'aurait, disons, sous réserve que Clara Egger soit élue présidente, on aurait le RIC constituant très rapidement. Et ensuite, très rapidement, il pourrait y avoir des signatures réunies pour introduire le RIC législatif. Et ensuite, aussi très rapidement, parce que ça serait préparé déjà par vous, notamment en Gouv, en avance, des propositions législatives qui ont été déjà très très bien pensées et pas juste par des groupes partisans, mais par des groupes où il y a des gens de gauche et de droite dedans, donc qui ont déjà tenu compte du financement et des choses comme ça. Et je pense que ça pourrait être beaucoup plus rapide que 2 ans. Tout à l'heure, je disais, 2 ans, c'est mieux que d'attendre le septennat suivant. Mais en fait, ça n'a pas de raison d'être 2 ans. Ça pourrait être beaucoup moins. Regarde. Je suis d'accord sur le fond. Hein. Maintenant, pour prendre un exemple simple, on a au Gouv un projet de taxe sur les transactions financières. Quelque chose qui est très innovant, on s'est inspiré de l'initiative suisse. D'ailleurs, on est en contact avec les promoteurs de cette initiative. On travaille avec eux dessus, mais on l'a adapté à la France et ça peut rapporter gros, à condition que ce soit bien fait. Le dossier est quasiment terminé, on a mis tout le monde d'accord autour, et nous, on va le porter bien. Donc, prenons ce truc-là. Mettons que Clara trouve cette taxe bien, qu'elle trouve que c'est une bonne idée, que ça peut permettre de baisser des impôts injustes pour mettre ça à la place, ça peut tout à fait être sympa. Et que donc, elle a même pas besoin de RIC constituant, hein. Il suffit qu'elle dise aux Français, mettons, elle est élue en mai, et puis bon, à la rentrée, elle dit, je me fiche de savoir qui y a au gouvernement, je me fiche de savoir c'est quel parti qui domine à l'Assemblée, je m'en fous complètement, je fais un référendum direct sur la microtaxe. Et je l'expose aux Français, voilà le dossier. On vous laisse 3 mois de débat dans les médias pluralistes et compagnie. Voilà la microtaxe. Bon, très bien. Les Français voteront pour ou voteront pas pour. Après, il y aura un débat. Mais donc, elle se doutait qu'elle allait le présenter, ce référendum. Mais elle va pas le faire. Donc, pourquoi est-ce qu'elle en parle pas dès sa campagne? Parce qu'elle va pas le faire. Pourquoi est-ce qu'elle dirait d'un coup, ah tiens, cette idée-là est top, et en tant qu'arbitre, je la trouve sympa, donc je vais vous la soumettre à référendum. Pas comme ça que ça marche. Non, mais tu surestimes beaucoup le rôle d'arbitre que jouerait la Clara Egger. De ce que j'ai compris, elle déclencherait des référendums réguliers. De ce que j'ai compris. Pas forcément pas des RIC qui s'auto-déclenchent, mais des référendums déclenchés par le président. Notamment si ce que le gouvernement fait ne lui plaît pas, elle peut dire, préparez votre truc, une fois que c'est prêt, vous le fassiez pas à l'Assemblée, on le passe en référendum. Bon, c'est le pouvoir du président. C'est pas ce que j'ai compris. Donc peut-être que les choses doivent être clarifiées du côté d'Espoiric. Peut-être qu'il y a une ambiguïté, je sais pas. Mais moi, c'est pas ce que j'ai compris.
Ce que j'ai compris, c'est elle aurait un rôle d'arbitre extrêmement limité. Donc, en tout cas, soumettre quelque chose au référendum, non, je vois pas du tout. Prendre Ouais, l'initiative. mais alors à ce compte-là, comme il y a que les gros partis, vu le système actuel, parce qu'elle compte, si elle compte pas modifier l'Assemblée nationale, si elle compte pas mettre de la proportionnelle, si elle compte pas modifier la loi, ben en fait, on va se retrouver avec une assemblée. Si elle arrive à passer, par exemple, devant Macron in extremis, comme elle présente personne aux législatives, bah c'est Macron qui va gagner les législatives. On va se retrouver avec Macron Premier ministre, ou je sais pas, Édouard Philippe, ou le retour d'Édouard Philippe, ou de qui vous voulez. Voilà. Et Gabriel Attal Premier ministre, voilà, par exemple. Le mec va faire ce qu'il veut. Il Mais est dans une situation de cohabitation, comme Balladur en 93. Balladur en 93, il faisait ce qu'il voulait. Mais deux choses. La première, c'est que comme on se met dans un scénario où elle aurait gagné la présidentielle, donc il y aurait une dynamique très forte pour la démocratie, en tout cas, puisqu'elle aurait été élue juste là-dessus. Et ça veut dire que ben elle présenterait personne aux législatives, mais il y aurait des mouvements démocrates, peut-être le GOUF, peut-être d'autres, qui présenteraient des gens aux législatives. Donc, c'est pas sûr que Macron serait si puissant au Parlement. Et deuxièmement, elle ne se trouverait pas dans la même situation que Balladur, même en situation de cohabitation, parce que le peuple aurait le pouvoir. C'est-à-dire qu'elle déclencherait pas des référendums d'initiative présidentielle, mais le peuple pourrait déclencher des référendums d'initiative citoyenne. Et on compte notamment sur des gens comme le GOUF, par exemple, qui préparent des choses déjà bien consolidées déjà en avance et qui pourraient présenter, eux, en tant que citoyens, des initiatives citoyennes. Mais tu crains pas que, enfin, tu vois, regarde, quand là, on est en train de faire le programme commun. Quand on a fait un tableau géant dans lequel on a mis les propositions de tout le monde, il en manquait plein. Il y en a qu'on a concaténé en une seule pour la faire, pour qu'il n'y en ait pas trop. Malgré ça, il y en avait 800. Donc après, il y avait des doublons à enlever, mais on va dire, il y en a pas moins de 700. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que c'est pas que nous, hein. Nous, potentiellement, on a 700 RIC à proposer. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas que nous. Donc potentiellement, il y a 2000 RIC, peut-être. Il y a 2000 idées que les gens veulent voir se concrétiser. Comment tu gères ça? Bon, je crois que Le principe d'un gouvernement, c'est qu'il arrive avec il te dit on va passer la loi machin, lui donne un nom. Dans cette loi, il y a 30 dispositions. Il la passe. Soit il la soumet au référendum, soit il la fait voter par le Parlement, fait comme il veut. Mais le truc passe. Tu vois, par exemple, tu as un paquet, nous, si le gouvernement prenait le pouvoir, entre guillemets, on voterait un paquet fiscal avec 3 nouvelles taxes d'un côté et des suppressions de taxes de l'autre, ou des taxes baissées de l'autre. Et tout passerait, on voterait un équilibre global qui serait passé d'un coup. Comment je fais là, moi, avec le RIC? Je peux pas faire un RIC pour une loi de finances. Je veux pas. Ça marche pas comme ça. Ça marchera jamais comme ça. La loi de finances peut pas être soumise au RIC. Donc, comment on fait? Je serais obligé de passer une taxe. Et en face, et pour ça, j'aurais 3 mois de délai de débat, plus les délais d'organisation du truc, le machin, ensuite la mise en place, ensuite tout ça, tout ça, tout ça. je crois qu'il y a une question. Et il y a 2000 idées. Il y a 2000 idées. Tu vois? Il y a 2000 idées, mais il n'y a pas forcément 2000 idées qui récoltent le nombre requis de Non, signatures. non, mais sur tes 2000, il y en a bien 500 qui peuvent facilement faire l'unanimité. L'unanimité, la majorité. Au moins récupérer 700 000, 1 million de signatures, au moins, minimum, 500. Ah Comment ouais. tu fais? Comment tu fais? Va. Ça marche pas, logistiquement, ça marche pas. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps médiatique, il n'y a pas le temps de débat pour tout ça. Bon, Ça sert à ça, un exécutif. Et le pire, c'est que toi, pendant que tu fais tes RIC pour augmenter les impôts des riches, par exemple, les gars qui vont être élus, les politiciens professionnels qui vont être élus à l'Assemblée, eux vont faire passer tout un tas de lois qui sont contre ce que toi, tu as prévu de faire,
ou ce que tu as prévu d'aider à faire, tu vois, à soutenir. Pendant que toi, tu choisis entre tes 500 RIC potentiels, lequel tu vas mettre dans 3 mois, eux, ils sont en train de faire passer 10 trucs qui vont dans l'autre sens. Il y a un problème. Oui, mais la solution, c'est les priorités. C'est-à-dire que d'abord le reconstituant, parce que c'est la clé qui ouvre pour le reste. Ensuite, c'est et en même temps, il y a le référendum obligatoire pour tout changement de la Constitution. Et ça, c'est déjà dans le paquet, disons, d'Espoiric. Et puis ensuite, une fois que ce rite constituant est là, peut-être la première chose à faire, c'est le veto, le droit de veto sur les lois. Donc, ils pourront pas faire passer juste les lois comme ça, parce qu'il y a la possibilité de faire un veto. Les citoyens peuvent récolter des signatures pour dire cette loi que vous, au Parlement, vous avez décidée, nous, on veut qu'elle soit soumise en votation populaire. Donc là, tu limites déjà tout ce qui peut être fait par le Parlement, qui irait pas dans le sens de ce que veut le peuple. Et puis ensuite, le Parlement va anticiper. Il va se dire, bon, OK, maintenant qu'il y a ce veto, ça sert à rien qu'on aille au casse-pipe en proposant des trucs qui vont de toute façon être rejetés. Donc ils vont eux-mêmes. Le veto, c'est le référendum. C'est juste, faut que le président dise, moi, votre projet, là, le gouvernement, je le soumets au référendum. Parce que le veto, c'est quoi? Si c'est un veto, ça doit être 51% des gens. Si s'il faut juste être 1 million pour signer une pétition veto pour que ça va se veto, il y aura des vétos sur toutes les lois. Non, non, mais ce qui se passe en Suisse, le seul vrai veto, c'est le référendum. Il n'y en a pas d'autre. Ce qui se passe en Suisse, c'est que tu as 1%. Ou le veto présidentiel. Non, non, en Suisse, si 1% des citoyens veulent un veto sur une loi qu'a passé le Parlement. Donc s'ils récoltent le nombre requis de signatures, c'est 50 000 en 100 jours. À ce moment-là, bah ça fait pas un veto évidemment. C'est pas parce que 50 000 ça lance un référendum. Ça fait un référendum, et ensuite il est soumis en votation. Et si le peuple dit non, donc si la majorité dit non, bah c'est non, c'est pas adopté. Donc c'est tout à fait possible de mettre des vétos aux lois. Donc et ça change complètement la dynamique parlementaire, parce qu'ensuite quand les gens qui préparent les lois, ils se disent là, est-ce qu'il va y avoir un référendum? S'il y a un référendum, est-ce qu'on le gagne? Et ils anticipent ça, ce qui fait que ça a une influence. À la limite, les référendums, c'est le sommet d'iceberg, parce que c'est là ce qu'on voit, parce que vraiment, ils n'ont pas tenu compte, ils ont voulu rentrer en force. Les gens font un référendum, et puis quand un référendum est accepté, c'est-à-dire la loi est refusée, c'est vraiment que ceux qui faisaient la loi, ils n'ont pas su anticiper ce que le peuple voulait. En principe, ils anticipent, et puis ils vont pas au casse-pipe pour rien. Oui, non, là-dessus, d'accord. Mais on s'éloigne du fait de présenter quelqu'un qui a un seul élément dans son programme. Ça, tout ce qu'on dit là depuis 10 minutes peut tout à fait être un élément d'un programme. Tout ça peut dire, je vais introduire le veto, j'introduis le reconstituant, ça peut être dans un programme qui en plus aurait autre chose. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que dans une campagne présidentielle, le monothématisme est forcément perdant d'un point de vue capital sympathie, du point de vue médiatique. Je m'explique. On va déjà galérer pour avoir du passage média. Moi, je m'inspire d'une jurisprudence qui est la jurisprudence Asselineau. Comment on fait quand on est nouveau, qu'on a un nouveau parti, qu'on est sur quelque chose et qu'on a envie d'apparaître dans les médias, qu'on a plein de supporters, que plein de gens qui pensent qu'on a raison, mais bon, ça bloque. C'est très compliqué. Au bout d'un moment, grâce au CSA, grâce aux règles, on y arrive. Si on arrive à avoir 500 signatures et tout ça. On a accès à des médias. Et là, on est face à des journalistes professionnels qui connaissent toutes les techniques. Et ils ont fait avec Asselineau ce qu'ils vont faire avec Clara. C'est-à-dire, chère madame, vous avez vu, un prof s'est fait assassiner la semaine dernière, il s'est fait décapiter en pleine rue, qu'en pensez-vous? Quoi que tu dises, ça aura valeur de programme. Quoi que tu dises, hein. Sauf si tu dis, je suis pas d'avis. Ok, alors tel autre candidat vous dit qu'il faut introduire une taxe machin, qu'il faut faire une loi sur ceci, cela. Qu'en pensez-vous?
J'en pense comme les Français, que je le soumettrai à référendum. Ok. Et vous avez vu, il y a un tel, il dit qu'il faut moins d'immigration. Qu'en pensez-vous? Bah, j'en pense que j'ai bien envie de demander que les Français décident eux-mêmes par référendum. T'as perdu. T'as Mais c'est donné pas deux la fois de réponse. suite la même réponse. T'as donné deux fois de suite la même, même si t'as raison. T'as donné deux fois de suite la même réponse à deux questions qui n'ont rien à voir. Et Asselineau s'est fait détruire comme ça. À chaque fois, c'était, mais c'est l'Europe, mais l'Europe, voyons. Mais la santé, c'est l'Europe. Mais la finance, c'est l'Europe. L'immigration, c'est l'Europe. Et là, au bout de trois questions, les mecs disent, bon, vous avez autre chose à répondre à ça? Parce que c'est évident que c'est pas l'Europe pour tout. C'est évident que vous avez le droit d'avoir un avis. C'est évident que la France a un rôle à jouer là-dedans. C'est évident. Donc là, vous êtes tombé dans le piège. Et les journalistes, si Clara ne leur répond pas, ils vont dire, mais ok, vous n'avez pas d'opinion. Regarde ce que c'est un débat présidentiel à la télé quand il y a plusieurs candidats. Les journalistes, tu sais, ils étaient tous derrière leur pupitre, là. Tu te souviens? Il y avait une émission où ils étaient 7, une émission où ils étaient 12, et puis une émission où ils étaient tous. Globalement, l'émission est découpée en séquences par les journalistes. Première séquence, la politique internationale. Blablabla. Deuxième séquence, là par exemple, ce serait le Covid, la santé. Troisième séquence, l'immigration. Quatrième séquence, je sais pas quoi, l'économie. Il n'y a pas une séquence RIC. Il n'y en a pas. Ils vont pas la faire pour Clara. Ils vont pas la faire. Donc, ils vont dire à Clara l'immigration, RIC. Ah bah, Clara, et à chaque séquence, elle va dire RIC. Non, mais elle va Comment on pas va faire faire? ça. Comment on va faire? Alors, je sais qu'elle est intelligente, je sais qu'elle va trouver des choses à dire, mais quoi qu'elle dise sera interprété comme un programme. Et tous les journalistes vont la pousser à s'engager sur des positions, les autres candidats vont la pousser à s'engager sur des positions, ce qui fait qu'elle va se retrouver à s'engager sur des positions qui vont lui créer un espèce de proto-programme. Tant qu'à faire, autant en faire un vrai. Mais je crois que plusieurs points. Premièrement, avec Asselineau, c'est quand même très différent parce que la réponse toujours c'est l'Europe. Euh, c'est vrai que l'Europe interdit beaucoup de choses à la Bien France sûr. et aux autres Ah bah, pays. sur le fond, il a raison, évidemment. Mais pas tout. Disons, elle interdit beaucoup de choses, mais pas tout. Pas tout. Probablement que la France pourrait faire Ah ouais. des progrès sur certains points sans déroger aux contraintes européennes. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'entre deux élections, le peuple a rien à dire. Donc Ça, c'est c'est vrai, on est d'accord. On est d'accord. le deuxième point, c'est que elle va pas répondre. À mon avis, elle devrait pas répondre comme ça. C'est-à-dire, elle devrait pas simplement. Elle va dire quelque chose du genre l'immigration. C'est une question extrêmement importante. Elle va faire un tour d'horizon objectif de la question. Les pour et les contre de l'immigration qu'on voit, mais sans prendre parti, sans dire je suis pour ou contre l'immigration, mais juste une vision objective de la problématique de l'immigration. Et puis ensuite, elle dira une question aussi importante, si c'est l'immigration, si c'est sur les cornes des vaches, c'est autre chose, mais si c'est sur l'immigration, elle va dire je pense que ça, c'est une question où le peuple devrait décider. Si c'est moins important, elle dira. Oui, la question d'après, c'est les retraites. La question d'après, c'est les retraites. Sur les retraites, elle dira que si le peuple souhaite, il doit pouvoir. Non, mais ça y est, t'as perdu. Mais non. Parce si. qu'elle aura aussi présenté la problématique de façon objective. Oui, mais alors après, non, mais d'accord, mais ils le font tous, ça. Ils démarrent tous par un diagnostic, ou généralement, ils sont tous d'accord sur le diagnostic, d'ailleurs. Après, les mecs vont faire des propositions. C'est-à-dire, tu vas te retrouver en face de gens qui vont dire, moi, je vais faire ça, ça coûte tant, je vais m'inspirer de ça, de ce qui est fait dans tel pays. Ils vont te donner du concret. Ils vont dire, pour vous, madame, c'est 300 € de plus chaque mois. Pour vous, monsieur, c'est ceci, cela. Hein, ok. Elle va pas faire ça. Ce qu'elle va faire, en face. Non, mais après avoir discuté la problématique de façon objective, tous le font. C'est rarement objectif. Ça va être particulièrement objectif. Il n'y a pas d'objectivité. Ça n'existe pas. On peut être plus ou moins objectif. Mais non, mais ça n'existe pas. C'est quoi être objectif en matière d'immigration? C'est quoi? Je sais pas. Si tu présentes les pour et les contre, tu peux ne présenter que le pour ou que les contre. C'est ce que font la plupart des gens. Moi, je vais te présenter trois personnes. Un qui trouve qu'il y en a trop, un qui trouve qu'il y en a pas assez, un qui trouve qu'il y a pile ce qu'il faut.
Les trois, ils vont te dire, moi, je suis parfaitement objectif. Ah ouais, ils vont tous le dire. Mais souvent, quand tu vas écouter ce qu'ils ont dit, tu verras que celui qui est pour, il a donné aucun des arguments contre, et celui qui était contre, il a donné aucun des arguments pour. C'est comme si c'était pas sur son écran radar. C'est vrai. C'est Donc, vrai. C'est vrai, mais donc elle va faire quoi? Elle va donner les arguments pour et contre à chaque fois donc, et dire, moi, je m'abstiens de décider. donc, elle va faire trois choses, à mon avis. Disons, on verra ce qu'elle, disons, il faudrait discuter avec elle, en fait. Il faudrait avoir un débat, peut-être toi avec Bah, on elle. doit l'avoir. Mais, On l'aura, c'est programmé. mais disons, bah, ça sera très intéressant de le voir. Mais disons, je dirais trois choses. Premièrement, discuter la problématique en montrant ce que ça peut être quelque chose de parfaitement objectif, c'est jamais parfaitement objectif, mais qui contraste avec le côté partisan de ce que disent les autres. Donc une présentation objective, aussi objective que possible de la problématique. Deuxième point, c'est de dire cette question-là en particulier, en principe, on pose des Oublie questions. l'immigration parce que pour nous aussi, c'est référendum, hein, de toute façon. Ok, mais retraite, en général, c'est quand les questions. retraite. Ok, la retraite. En principe, c'est les questions, elles sont sur des questions importantes parce que les questions de détail intéressent pas trop les journalistes. Donc, si c'est vraiment une question importante, certainement qu'elle va dire dans un deuxième point, ça, c'est une question qui mérite d'être tranchée par le peuple après un débat et tout ça. Donc, elle va dire le RIC. Ça sera son deuxième point de dire le RIC, le RIC. Si le peuple veut, il faut qu'il puisse décider. En ce moment, il peut pas décider là-dessus. C'est toujours des élus qui décident. Et puis le troisième point pourrait être de dire, moi, je serais arbitre, mais pas arbitre au sens où tu l'as dit, un arbitre qui fait beaucoup de choses, vraiment un arbitre juste avec le sifflet. Elle dira, c'est pour ce qui est de la politique, c'est le Premier ministre issu de la majorité qui gouvernera. Voilà, je crois qu'il y a trois choses. Ça, elle ne répétera pas toujours la même chose parce qu'il y a en tout cas le premier point qui change d'un thème à l'autre. Non, mais je doute pas de sa capacité, si tu veux, à faire un état des lieux et un diagnostic nickel, sans oublier les arguments et tout ça. Non, non, mais ça, j'y crois totalement. C'est juste, elle va être entourée de gens qui vont faire le même diagnostic qu'elle, mais en terminant de manière beaucoup plus courte, en terminant leur phrase par une proposition concrète. Vous, madame, 200 € de plus ce mois-ci pour vous, madame. Et Clara va dire, effectivement, on va laisser le peuple décider. Mais décider de quoi? Décider de quoi? Parce qu'il y a 1000 manières de traiter la question des retraites. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Mettons qu'il y en ait 4 grandes manières de traiter la question des retraites, sans rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'on fait? Les 4 manières vont être suggérées par des citoyens dans le cadre du RIC. Bon, on verra bien lesquels obtiennent des soutiens, des signatures. Mais donc, comme ce ne sera pas un débat public, parce que le débat public démarre une fois que les signatures sont obtenues. Comment on sait laquelle est mieux que l'autre, comment ça s'organise ça, où est-ce qu'on le décide, où, quand, comment, parce que les Français, il faut leur donner quelque chose à décider. Bon, le débat il pourrait être public dans le sens que si par exemple des organisations comme Gouv le font, ils peuvent le faire publiquement. Non, mais d'accord, mais c'est pas le gouv peut pas être le garant de la bonne marche du RIC à l'échelle nationale. Tu comprends bien que c'est pas. Non, mais il peut y avoir d'autres. Par exemple, dans l'équipe de Chouard, il y a des tas de gens qui sont intéressés à une constituante. Eh bien, à défaut d'avoir une constituante, il pourrait y avoir une sorte d'assemblée qui s'occupe de regarder, de faire débattre ces différentes propositions. Mais le deuxième point, c'est que une fois que il y a le débat qui commence, en tout cas quand les signatures commencent à être récoltées, et puis surtout il y a le débat avant la votation. Donc tu parlais des retraites, et disons qu'il y a 4 propositions, disons qu'il y en a 3 qui arrivent à recueillir le nombre requis de signatures. Eh bien, les 3 sont soumises en votation idéalement le même jour à ce moment. Et puis il y a un débat de 2-3 mois avant, et puis voilà, on discute. On fait tout ça pendant que le Parlement vote une loi sur les retraites. Le Parlement est élu, hein. Ouais. Élu, hein. À la majorité, hein. Au scrutin majoritaire direct, uninominal, hein. Donc en théorie, légitimité maximale. Lui, il vote une loi sur les retraites pendant qu'on discute de 3 autres lois sur les retraites. Et donc, eux, ils en votent une, pendant que nous,
on en décide d'une autre. Comment on fait si ça se rentre dedans? Comment on fait si c'est pas compatible? Laquelle annule l'autre? Alors évidemment, tu vas me dire celle du peuple annule celle du Parlement, mais imagine le bordel quand même que ça peut donner. Mais il y a deux choses. Premièrement, c'est pas si schnick que ça, parce que tu fais un référendum sur si si les citoyens pensent que ce que propose le Parlement, c'est pas bon, ils font un veto là-dessus. C'est déjà, ça bloque. Si la majorité est contre, si la majorité est pour, ben elle est pour. Mais si elle est contre, ça bloque ce que fait le Parlement. Pendant ce temps-là, il y a les trois autres, les quatre autres qui cherchent des signatures. Disons qu'il y en a trois qui ont les signatures. Après, il y a le vote sur les trois. Il y a, ça me paraît tout à fait gérable. Mais le vote sur les trois, comment tu le fais? Vraiment, je me fais l'avocat du diable. C'est-à-dire que comment tu le fais? C'est-à-dire, est-ce que tu as quatre propositions, la une, la deux, la trois et aucune? Donc, comment tu fais? Parce que si tu laisses le choix qu'aux trois, ça veut dire qu'une des trois va forcément passer, alors que ça, c'est pas une bonne question. Si ça se trouve, les Français, ils en veulent aucune des trois. Donc, tu es obligé de proposer aucune. Mais comment ça se passe? Est-ce que si aucune arrive premier avec 30%, on n'en fait aucune? Alors qu'il y a 70% des gens qui veulent que ça change selon une des trois autres modalités. non, mais ce que tu fais, c'est que tu dis, voilà les trois. Est-ce que vous êtes pour ou contre chacune? C'est la première question. Mais donc, ouais, donc oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre la première? Est-ce que vous êtes pour ou contre la deuxième? Pour ou contre la troisième? Si tout le monde est contre ces trois, ben, il y en a aucune des trois qui passe et c'est terminé. S'il y en a qu'une seule qui passe, ben, elle est adoptée puis c'est fini. Et s'il y en a deux ou trois même qui passent, tu poses en même temps, lors du même vote, tu poses la question, au cas où il y en a plusieurs qui passent, c'est laquelle qui doit dominer. Et puis voilà, tu as ta réponse. Bon, tu peux résoudre ça par un jugement majoritaire, par un vote au jugement majoritaire. Nous, on a proposé que le président soit élu au jugement majoritaire, tu vois. Donc, bon. Mais usine à gâte. Mais tu peux, la proposition, il y a peut-être une meilleure proposition que ce que je viens de faire, mais en tout cas, cette proposition. Non, mais en fait, là, on tâtonne, on dit des trucs, mais quoi qu'il a. En fait, moi, ça, c'est des réflexions que j'ai jamais entendues, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, oui, le RIC, c'est simple à expliquer, mais en même temps, c'est hyper compliqué. Je connais des associations qui, il y a 1 an et demi, ont dit on va mettre de l'ordre là-dedans, qui au bout d'1 an et demi n'ont toujours pas mis d'ordre là-dedans. Le vrai problème, c'est le RIC législatif. Et c'est à ça que sert le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est à ça qu'ils servent à la base. Donc oui pour le veto, oui pour les censurer, oui pour faire un maximum de référendums. Le RIC législatif sous certaines conditions. Et je crois que dans le programme commun, il est d'abord introduit pour tout ce qui ne coûte pas d'argent, ou en tout cas une petite proportion, voilà, et soumis à des conditions drastiques pour tout ce qui touche à la structure budgétaire de l'État, comme pourrait être par exemple les retraites. Les retraites, c'est un mécano abominable pour mettre son nez là-dedans. Il faut se lever tôt le matin, vraiment. Hein. C'est pas évident. Mais les Suisses ont voté plusieurs fois sur les retraites. Oui, mais encore une fois. C'est pas un mécano au-delà des capacités. Non, mais le mécano français, si. Je dis pas que c'est enfin, je sais pas si c'est au-dessus des capacités des Français. En tout cas, c'est en grande partie au-dessus de mes capacités à moi, par exemple. Si je voulais tout seul me faire un avis là-dessus, sans tous mes copains du Gouv et sans tous les gros experts que je peux appeler quand je veux, c'est l'enfer. Bon, ce qu'il y a, c'est que tu as une question sur les retraites et puis tu as 2 mois de débat avant, public, et puis tu peux te faire... Oui, mais donc tu as une votation tous les 2 mois ou alors tu as 10 débats en même temps. Bon, en Suisse, c'est 4 fois par an, quoi. T'as tous les 3 mois. Ouais, en gros, t'as 4 fois par an, deux questions posées en même temps. Ouais. Ça fait 8 par an. Ouais. Ça fait 8 par an. Moi, un rythme de 8 par an en France, moi, je dis pourquoi pas. Franchement, je pense pas qu'il faille plus. Moi, je trouve ça bien. C'est peut-être un peu plus en Suisse. Mais on partait d'une liste potentielle de 500 propositions, tu sais. Ouais.
Donc, à 8 par an, tu vas pas vite. Hein. Non, mais tu peux commencer. Ils ont pas Même à tous. 10, même à 20 par an, tu vas pas vite. Hein. À 10 par an, t'en as 100 en 10 ans. Si tu as commencé vraiment par les 100 les plus importantes, c'est une question de priorité aussi. Oui, mais ça veut dire que voilà, si c'est les 100 les plus importantes, bah, les 20 dernières, elles vont attendre 8 ans avant d'être prises. Il faut que tu sois réélu entre les deux. Pourquoi faire? Pourquoi attendre? On sait, honnêtement, on sait. C'est-à-dire que la démarche du gouvernement, ça a été de dire, on sait que les Français veulent de la démocratie directe, de la démocratie participative, plus d'intervention directe. C'est pour ça qu'on met le RIC, le tirage au sort, des choses comme ça. Mais on sait aussi fondamentalement ce qu'ils veulent. Parce que nous, on est des citoyens déjà. Nos comités de tir au sort, c'est des citoyens. Et nos ministres, c'est pas des politiciens professionnels. Donc, au fond, c'est aussi des citoyens. On a les revendications du vrai débat. 59 propositions concrètes, plus ou moins concrètes, mais quand même assez largement concrètes. On voit très bien par où ça part et quelle tendance ça a. On a des sondages qui sont pas toujours truqués hein, sur des faits de société, sur des grands équilibres. Donc on sait, on sait, on sait, grosso modo, on sait que les Français veulent de la justice fiscale, que la justice sociale, que la justice sociale ne peut pas s'obtenir sans justice fiscale, que la justice fiscale, c'est au peuple de l'imposer parce qu'il est souverain, et que de toute façon, tout ça n'a aucun sens sans l'indépendance de la nation. Voilà. Donc après, on est des démocrates, mais on n'est pas que des démocrates. C'est-à-dire que on sait que la plupart des Français sont des démocrates, mais en même temps, ils aiment bien déléguer. Si tu leur montres quelqu'un de compétent, qui pense comme eux, mais avec toute la technicité qui va derrière et les réformes déjà préparées, ils sont ravis d'aller s'occuper de leurs enfants, de sortir en famille, d'avoir des loisirs, plutôt que de passer des journées à réfléchir à combien ça coûte une microtaxe. Et je leur en veux pas. Pas du tout. Et il n'y a pas que les Français, dans le monde entier. Donc, c'est parce Ils que vont on faire les a ensuite. trahis depuis 40 ans, 50 ans, sans s'arrêter chaque jour, qui se disent, maintenant ça suffit, s'ils sont pas capables de le faire, on va le faire nous-mêmes. Ok. Mais si tu leur offres quelque chose qui dit, vous pourrez le valider, vous pourrez mettre votre veto, vous aurez le RIC, et sur certains points du programme, on va vous demander directement votre avis par référendum. Par contre, excusez-nous d'avoir réfléchi à des mesures que voici et qui concourent aux objectifs que vous avez formulés dans le vrai débat, dans les sondages, dans la rue, dans partout. Êtes-vous d'accord ou pas avec ces mesures? Mais globalement, les objectifs sont des objectifs partagés. Ils nous ont dit allez chercher l'argent dans telle poche, on va le chercher dans telle poche. Ils nous ont dit mettez-le là, on va plutôt le mettre là. C'est juste qu'entre les deux, il y a des dispositions à prendre qui doivent être pragmatiques, qui doivent être en rapport avec la réalité du système français, avec la réalité de l'économie mondiale et tout ça. Mais on est d'accord avec le point de départ, on est d'accord avec l'objectif et on propose un chemin pour y aller. On ne dit pas juste aux Français, le chemin c'est vous. Écrivez vous-même vos lois, balancez-les en RIC, on verra bien celle qui passe. Parce que ça, c'est au petit bonheur. C'est vraiment au petit bonheur de est-ce que la loi est bien rédigée, de est-ce qu'elle va avoir ses signatures, est-ce qu'elle va avoir déjà une visibilité médiatique pour que les gens aillent la signer. Si tu as 2000 gens qui déposent des lois en même temps, enfin, si tu as 2000 lois qui sont déposées en même temps, comment médiatiquement tu les présentes aux gens? Tu vas faire un site où elles vont toutes être présentées, mais il y en a 2000. Elles vont faire 20 pages chacune, ou 10 pages, ou 5 pages chacune. Personne ne pourra lire tout. Donc c'est à ça que ça sert, un programme. C'est à ça que ça sert. Après, effectivement, un programme, ça a un défaut fatal, c'est que la plupart des gens vont pas être d'accord avec tout. Ok, mais c'est pas grave. C'est là que tu compares avec les autres candidats. Est-ce que vous préférez notre programme à celui de Macron? Oui, non. Est-ce que vous préférez notre programme à celui de Le Pen? Oui, non. Et par itération, comme ça, tac, 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 on supprime. Et un certain nombre de gens vont se dire, c'est ce programme-là qui est le plus proche de ce que moi je souhaite pour mon pays. Tu vois? Et là, indépendamment de qui le présente. Nous, on veut présenter le quoi avant le qui. Et le quoi, c'est du contenu. C'est pas juste rendre le pouvoir au peuple. Déjà, il l'a jamais eu. On ne peut pas lui rendre. Il faudrait lui donner.
Mais lui donner, ça se fait pas en 30 secondes. Ça ne se fait pas en 30 secondes. Dans un peuple qui n'a pas l'habitude, en plus, de voter directement pour des lois, qui vote pour des gens, qui a la seule habitude qu'il a, c'est d'être déçu et trahi. Donc, oui, on va le faire. Ça se met en place, ça va se mettre en place. Pour le faire bien, il faut que ce soit fait proprement, étape par étape. Et pendant qu'on fait ces étapes, ben, il y a un programme d'urgence à mettre en place, fiscal et social. C'est impératif. Sinon, c'est des Français qu'on laisse dans la mouise pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, au nom d'une belle idée. Non, 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 non. La politique, c'est pas au nom d'une belle idée. Ça, ça fonctionne sur le papier. Le problème, c'est une fois que tu as le pouvoir et qu'on te dit allô, il y a un tel, il est en train de crever de faim, on fait quoi? Moi, je laisse le pouvoir au peuple. Mais non, non, tu le sauves, le gars, tu le sauves, c'est tout. Donc, ce que je dirais, c'est que idéalement, même en Suisse aussi, il y a un gouvernement, il y a un parlement, tout ça fonctionne et c'est nécessaire. Les gens ont effectivement pas le temps de gouverner eux-mêmes. Donc, il y a nécessité à avoir des élus qui tiennent la route. Ce que je dirais simplement, c'est que le RIC, en particulier le RIC constituant, c'est la porte qui ouvre, c'est la clé qui ouvre la porte à la démocratie, qui permettrait aux gens aux citoyens, aux simples citoyens de soumettre en votation populaire les choses qui leur tiennent particulièrement à cœur. S'il y a vraiment 2000, moi je sais pas, je veux dire, je sais pas combien il y a, mais s'il y a vraiment 2000, ben il faudra que le nombre de signatures requises soit suffisamment élevé pour qu'il n'y ait pas 2000, qu'il n'y en ait pas des Non, mais il y aura centaines par an 2000 qui lois viennent. proposées aux signatures. Pardon? Il y aura 2000 lois proposées à la signature. Ouais. Je vais même te dire, il n'y en aura pas 2000. Il y en aura 200 000. Ah ouais, Parce que d'accord. n'importe qui pourra proposer un truc, tout le monde voudra être à l'origine de quelque chose. D'accord. Comment tu fais le tri de ça? Non, c'est le Tu nombre peux de pas baser la signatures. politique de la nation là-dessus. Tu es obligé de faire les choses en expérimentant ça, en le mettant en place petit à petit, en faisant des référendums aux gens régulièrement sur des sujets décidés par le Parlement ou sur des points de ton programme pour que on enclenche la machine du débat perpétuel et que les médias se transforment dans le bon sens. Une fois que tu as ça, que des Français, des citoyens ont réfléchi au dispositif qu'ils voulaient pour que ce truc-là ne soit pas une usine à gaz affreuse, à ce moment-là, oui, tu le mets en place. Mais entre-temps, tu as fait crever 1 million de Français si tu n'as pas pris de dispositions législatives, économiques et sociales. Disons pour ce qui est du trop grand nombre de sujets, tu le règles avec le nombre de signatures. Et si le nombre de signatures est trop bas, ce qui fait qu'il y a trop de votations, eh bien, c'est très facile pour n'importe quel groupe de citoyens de soumettre en votation justement une augmentation du nombre de signatures. Donc là, il y a une autorégulation du nombre de votations. Maintenant, tu me diras qu'avec le nombre de votations là, ce sera trop peu. Mais avec le nombre de votations là, ça fera un écrémage, le nombre de signatures requises, ça fera un écrémage de sorte que c'est des questions qui recueillent le plus de soutien qui passeront d'abord. Non, mais ça, je suis d'accord, évidemment. Il y a un seuil pour que ça devienne une vraie votation. Mais moi, je te parle du moment où tu soumets la question à la première pétition de reconnaître pour avoir les signatures. Qu'est-ce qui empêche un graphomane, un maniaque, un mégalo d'en envoyer une par jour? Alors, tu vas me dire, c'est déjà le cas en France aujourd'hui avec le RIP. Il faut une condition, je ne sais plus laquelle, pour avoir le droit d'aller sur le site de l'Assemblée écrire ta question. Mais même si tu dis que c'est une assoce qui a le droit, seulement un collectif ou une assoce qui a le droit de le faire, des assos, il y en a plusieurs centaines de milliers. Donc, Non, il ne s'agit pas de restreindre. Mais rien que le gouv, si Clara était élue comme ça, que Macron gagnait les législatives, Macron, Xavier Bertrand, je m'en fous, gagnait les législatives, faisait sa politique à la con, et que Clara nous disait les amis, moi j'aimerais bien arbitrer entre eux et vous, donc vous présentez des RIC, on prendrait les 500 mesures évidemment, on va pas en présenter 500, hein, on va hiérarchiser tout ça, définir les priorités, présenter les grands axes et tout ça, mais
potentiellement, rien que nous, on irait en balancer 100. Rien que nous. On dirait, bon, bah, ok, très bien, on prépare tout bien. Il y a quelqu'un qui est préposé à ça. Tous les jours, il va sur le site, il en rentre 10. Au bout de 10 jours, il en a rentré 100. Et Donc, ça, c'est que nous, hein. Que nous. d'accord. Imagine après le reste. Mais juste, je soulignais, là, tu disais, Clara dit, ouais, c'est bien. Non, Clara dit rien du tout. Je veux dire, elle a un rôle d'arbitre beaucoup plus petit que ce que tu imagines. Elle lance pas de référendum présidentiel à part celui pour introduire le rite constituant. Et ensuite, elle laisse gouverner le Premier ministre issu de la majorité parlementaire en étant très en retrait, en ayant des pouvoirs très limités, un peu comme quand il y a... Pardon, mais ces pouvoirs très limités, c'est juste l'armée et la diplomatie. Donc, on doit, même arbitre, on doit savoir ce qu'elle pense en termes de diplomatie et de défense. Ça, c'est le package minimum, hein, de toute façon. Donc, elle doit s'exprimer sur le package minimum, mais c'est très minimum. Parce que non, c'est pas très minimum. C'est pas très minimum, les affaires étrangères et la défense. C'est hyper important. Oui, non, je veux dire, d'abord, il y a une partie de la défense il y a un ministre de la défense aussi. Il y a une partie non. Le chef des armées, c'est le président de la République. Ouais, d'accord. Le ministre de la Défense. Mais il y a quand même une partie qui est par le gouvernement. Et ensuite, évidemment, les tâches qui sont alors c'est pas petit parce que il y a la défense, mais ça laisse de côté beaucoup d'autres sujets, disons, en nombre de sujets. Beaucoup trop. Hein? Beaucoup trop d'autres sujets. Ouais, il y a beaucoup de sujets qui resteraient gouvernementaux. Donc, évidemment, elle doit se prononcer sur les sujets qui relèvent véritablement de la présidence. Mais comme tu l'as dit, quand il y a une cohabitation, on a bien vu le rôle, le pouvoir que le président a en propre est quand même très limité. Pas en diplomatie ni en armée. Ouais, sur ces deux sujets. C'est pour ça qu'à chaque fois en cohabitation, le président disait, c'est une situation inédite qui n'était pas prévue par De Gaulle, puisque pour lui, le président devait démissionner, mais il avait vu l'alternance entre la législative et la présidentielle comme une manière d'écourter le mandat du président si jamais il était désavoué par le peuple. Mais par exemple, quand Chirac accueille Jospin à Matignon, il lui dit, comme Mitterrand avait dit à Balladur avant, tu choisis qui tu veux dans ton gouvernement, c'est pas mon problème. Je ne règne plus. Voilà, donc c'est toi le Premier ministre, toi qui conduis la politique de la nation, avec les ministres que tu veux, sauf à la défense et aux affaires étrangères, où je dois valider ton choix. Tu dois forcément mettre des gens avec qui je sais que je vais bien m'entendre et avec qui je sais que je vais travailler en bonne intelligence, parce que eux, je vais travailler directement avec eux. Donc ces deux-là, j'ai un droit de veto sur eux. Tous les autres, tu fais ce que tu veux. Ok, mais donc Clara devrait faire de même. Voilà, on est d'accord, mais c'est ce niveau-là. Donc on veut savoir son programme de politique étrangère et de défense. Là où elle a des pouvoirs, où le président a des pouvoirs en propre, elle doit être claire, effectivement. Elle serait chef des armées, qu'elle le veuille ou non. D'accord. Mais on est d'accord que c'est quand même, par rapport à ce que beaucoup de gens imaginent, c'est beaucoup plus restreint comme pouvoir, celui du président. Donc elle jouerait un rôle d'arbitre, mais qui serait un rôle très différent des présidents qu'il y a eu. Elle a le pouvoir de signer des traités internationaux, elle a le pouvoir elle a même le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Bon, mais ça, elle pourrait s'engager. Elle a l'article 16. Elle pourrait s'engager dès le départ de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale, par exemple. Non, mais d'accord, mais ça, c'est des engagements qui ne mangent pas de pain. Tu vois et non, si jamais l'Assemblée est un bordel pas possible, parce que comme la présidente ne proposait pas de candidat, au final, les Français un peu désœuvrés ont voté pour tout ce qui passait ou pas, ou il y a eu une abstention délirante qui fait qu'en fait, il n'y a pas de vraie majorité. C'est le bordel. Le truc est le résultat d'une coalition, mais vraiment foireuse. Et on s'aperçoit au bout de 6 mois ou 1 an que ça ne marche pas, que c'est le chaos. Et elle s'est engagée à pas dissoudre. Bah non, il faut qu'elle dissolve. Le peuple peut dissoudre. Donc il faut qu'elle le fasse. Donc autant pas s'engager à le faire. C'est un truc de dernière minute, de dernier ressort. Tu t'interdis pas un truc de dernier ressort. Après, elle peut nous dire, j'utiliserai jamais l'article 16. Et puis demain, il y a une guerre, il y a un truc, on est envahi, je sais pas quoi. Ah merde, il faut utiliser l'article 16, comment on fait? Les trucs de dernier ressort, c'est les trucs de dernier ressort. Tu les gardes, ils sont prévus pour ça, mais simplement, tu les assumes.
Tu L'article les 16. assumes. Et tu peux L'article- pas les assumer, c'est les pleins pouvoirs. Tu les assumes et tu les assumes pas en disant, ouh là là, moi, je vais inaugurer les chrysanthèmes Non, non, entre deux rics, vous inquiétez pas. Tu vois, et en plus, au-delà de ça, et si ça te va, je pense qu'on va conclure dans pas très longtemps parce qu'on ouais, avait prévu 1 heure et là, ça fait 2, donc voilà. ouais, on doit arrêter là. Même si ces discussions étaient très intéressantes, je suis pas persuadé vraiment que c'est ce que les Français veulent. Les Français, c'est un pays avec une tradition de roi, de président. Dans un cas, on aime Mitterrand, Jean Jaurès, Léon Blum. Dans l'autre cas, on aime De Gaulle, Napoléon, Louis XIV, pour caricaturer. Euh, mais c'est un pays qui a toujours fonctionné comme ça. De Gaulle, la rencontre d'un homme et d'un peuple. Euh, ou d'un programme et d'un peuple, parce que Mitterrand, c'était plutôt ça. Euh, on a toujours fonctionné comme ça. Et moi, je vois pas les Français dire, OK, je vais, suite à des présidents totalement hégémoniques, qui sont devenus quasiment totalitaires, je vais pas élire un président fort qui va remettre la barre dans l'autre sens. Je vais élire un non-président, avec tout le respect que j'ai pour Clara, par rapport à tous les autres, je dirais par rapport à la tradition de la Ve République, par rapport à la tradition française tout court, ce serait une non-présidente, ce serait une présidente de la Quatrième République, quoi. C'est-à-dire sans pouvoir, voilà. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent vraiment les Français? Est-ce qu'ils sont dégoûtés à ce point de la fonction de président qu'ils veulent plus lui voir rien exercer du tout? Ou est-ce qu'ils sont plutôt en recherche de quelqu'un qui va mettre toute l'énergie qui a été mise pour mettre la barre dans ce sens-là pour la repartir dans l'autre sens, tu vois? Moi, à mon avis, tu as plus de chance avec la deuxième solution qu'avec la première, électoralement. Et la deuxième solution t'autorise à faire tous les débats télé, t'autorise à répondre à toutes les questions, alors que la première, non. Voilà. Ce que je propose, c'est que je te réponde brièvement, et puis Vas-y. après, je te laisse le dernier mot, et puis on conclut. Donc, personnellement, je pense que Espoir RIC, donc cette idée d'une candidature pour introduire le RIC, c'est au fond essayer d'utiliser la présidentielle pour introduire, pour faire de la France une véritable démocratie. Et puis, avec l'idée que pour ce qui est de gouverner, ce serait le Premier ministre issu de la majorité. Et évidemment, la présidente, elle doit se prononcer, surtout s'il relève des tâches que la Constitution confie en propre à la présidente. Mais pour le reste, ce serait le gouvernement qui gouvernerait. Je pense que c'est une proposition qui peut réunir des démocrates de gauche et de droite qui, pour avoir la démocratie, en se disant, les questions concrètes, législatives, ça se décidera aux législatives, justement. Et ça me paraît avoir plus de chances qu'une proposition de gouvernement qui tu paraissais disons, très certain que la procédure que vous avez prise fait que le programme que vous allez publier dans 1 mois et demi va vraiment avoir l'assentiment de la majorité des Français, mais je suis pas complètement sûr parce que les gens Note bien, il n'y a pas besoin de l'assentiment de la majorité. Il faut, enfin, on peut pas, effectivement, on va pas dire, tiens, voilà notre programme commun, on va s'acheter un sondage à 40 000 euros et puis pour savoir si les Français votent en bloc ou pas pour ce programme. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'à la présidentielle, il faut faire une voix de plus que le troisième. C'est tout. pour être au deuxième, ouais, C'est tout. Et si tu es en face de Macron, tu gagnes. Si tu es en face de Le Pen, tu gagnes. Donc, il faut pas faire 51%. Il faut faire une voix de plus que le troisième. C'est tout. C'est ça. Donc, c'est la question. Et pour moi, on fait plus facilement une voix de plus que le troisième avec un programme que sans. J'ajoute à ça, enfin, sauf si tu voulais terminer bien. Pardon, tu avais peut-être encore quelque chose à. Je crois que je vais arrêter ici puis te laisser conclure. Ok. Juste terminer sur un truc. Les autres partis se bougent. Les partis classiques se bougent pour la présidentielle. Si Clara arrivait avec le RIC comme programme unique, mais en étant la seule à proposer le RIC, je te dirais effectivement, je comprends qu'il y a un coup à jouer. Si 80% des Français sont pour le RIC, il y a un coup à jouer.
Mais tu peux être sûr qu'il y aura un ou une candidate citoyenne programmatique qui intégrera le RIC. Et, je ne sais pas si tu as regardé ce qui se faisait récemment, les interviews des uns et des autres, Jean-Frédéric Poisson, chrétien démocrate, se présente à l'élection présidentielle avec dans son programme le RIC. Nicolas Dupont-Aignan. Un vrai RIC? Nicolas Dupont-Aignan. Alors lui, il dit on prend le RIP et on l'améliore en le transformant en RIC. Ça revient au même. Et je crois pas qu'il propose les 4, mais il doit en proposer 2 ou 3 sur les 4. Je vais pas regarder dans les détails, je t'avoue. Le plus important, c'est le RIC constituant. Donc, s'il n'y a pas le RIC constituant. Oui, oui, mais d'accord, mais tu dis RIC, tu as 80% de soutien, tu dis RIC constituant, déjà, tu as une bonne partie des gens qui te font c'est quoi? Bon. Ça, faut l'avoir en tête hein, quand même. Et Dupont-Aignan a fait une interview récemment, je suis candidat à l'élection présidentielle, proposer le RIC. OK. Là, il y a Mélenchon. Il a contacté des figures des Gilets jaunes. Venez à causer du RIC, je vais mettre ça dans mon programme. Donc là, les autres vont dire, moi, je veux le RIC plus la redistribution des richesses. L'autre, il va dire, moi, je veux le RIC plus moins d'immigration et tout ça. Et Clara va dire, moi, je veux le RIC, point. Donc, ce qu'il faut qu'elle fasse avaler aux gens, c'est que c'est mieux d'avoir un président arbitre et de revenir d'une certaine manière à la 4e sans le dire que d'élire un des autres. C'est là-dessus qu'il va falloir qu'elle convainque. Parce que sur le RIC, elle n'aura pas besoin de convaincre. Il y aura déjà plusieurs personnes autour d'elle qui vont le défendre aussi. Elle ne sera pas la seule hein, à avoir le RIC. Donc, voilà. Mais quoi qu'il en soit, ceux avec qui on fait le programme, on est conscient que c'est très compliqué, conscient qu'on a plus de chances de perdre que gagner. Mais on pense que c'est trop tard pour échouer, que si Macron gagne en 2022, il n'y a plus de France en 2027, c'est fini. Que si Le Pen gagnait en 2022, le seul résultat, c'est qu'elle décrédibiliserait totalement tout type d'idée de souverainiste, patriote, jusqu'à la fin des temps, tout en échouant lamentablement économiquement. De toute façon, elle veut plus combattre l'Europe, elle veut plus sortir de Schengen, elle veut plus voir. Elle fait le même chemin que Salvini. Donc, c'est 2022, ou sinon ça va être très, 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 très compliqué de ramasser les morceaux à la cuillère en 2027, une fois que Macron aura tout démantelé. Là, EDF, c'est encore récupérable. Hein. On peut interrompre Hercule en plein milieu. On peut mettre un coup de force pour racheter Alstom. Les conditions sont réunies en ce moment. C'est faisable, là, en 2022. En 2027, c'est terminé. En 2027, vous récupérerez jamais rien de tout ça. Tout aura été découpé dans tous les sens, vendu, un bout aux Chinois, un bout aux... Ce sera plus faisable. Peut-être que l'Alsace se sera détachée de la France, sera devenue une espèce d'euro-région avec... Donc, c'est maintenant ou jamais. Donc, pas de les candidatures de témoignage. Je ne sais pas si on a le luxe de se permettre ça à la prochaine élection présidentielle. J'aimerais qu'on l'ait, mais j'en suis pas convaincu. Voilà. Ok Fabrice, merci pour cet entretien. Merci à toi. Et ben, bon succès pour le Gouv. Merci beaucoup. Tchuss. Merci à toi, à bientôt. Salut. Ciao.